Bonjour à tous, un petit disclaimer avant que vous commenciez l'écoute de l'épisode consacré à Kaiju Number 8. Plusieurs petites coquilles se sont glissées dans l'épisode, embarquées dans notre échange avec les potos Val et Vidoc sur cet épisode. On a très bien conscience que c'est une autrice qui fait le dessin et le scénario de Kaiju Number 8, mais à plusieurs reprises on utilise le terme auteur et on a même utilisé à plusieurs reprises il fait ci, il fait ça. Donc toutes nos excuses, on était un petit peu embarqués dans nos propos et voilà, on a bien conscience que c'est une femme qui est au dessin de cet excellent manga qui est Kaiju Number 8. Je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Seb et pour m'accompagner dans cette tâche, je suis toujours avec l'irremplaçable Val. Salut Val, comment tu vas? Salut à tous, ça va au top, au top. Ouais, bon, remis du dernier épisode. Remis, en forme, hâte de parler aujourd'hui du manga. Je vais pas le teaser parce qu'à chaque fois je fais la même connerie, donc voilà. C'est ça. Bon, en tout cas, juste un petit mot, comme on a enregistré tous les deux la semaine dernière, vous remercier de l'accueil que vous avez fait à Eschil 21, qui a plutôt bien marché, enfin, à notre niveau, encore une fois, hein, on n'a pas la prétention de faire des milliers d'écoutes, mais en tout cas, sur les écoutes qu'on a eues, c'est très cool et ça fait chaud au cœur. Pour ce 7e épisode, on a un nouvel invité, mais qui est plus tout à fait un invité, hein. On retrouve l'ami Vidoc, hein, qu'on accueille aujourd'hui en tant que membre régulier. Ça veut dire qu'il sera pas tout le temps là, mais il sera là de manière assez fréquente quand même, en fonction de ses dispos. Salut Vidoc, comment ça va? Coucou, ça va bien. Ouais, Toujours heureux d'être là. en forme? Toujours. Bon, Ouais, surtout pour parler de sujets intéressants. eh oui, on va essayer que ce soit intéressant en tout cas. Bon, les auditeurs ont dû le voir aussi, on a fait un petit épisode tous les deux, hein, en duo. Ouais, c'était sympa. On s'est essayé un pilote, on espère que vous l'avez écouté et que ça vous a plu. On s'est attaqué à Lovina, qui était un gros morceau hein, quand même, hein. Un gros morceau pour nous deux parce qu'on adore ce manga, qu'il a amené beaucoup de choses en France, qu'il est resté en fait ancré dans les mémoires de beaucoup. C'est clair. Il est arrivé au bon moment. Et pour être très C'était honnête, sympa de se remémorer de ça. c'est clair. Et puis pour être très honnête avec vous, quand on s'est lancé là-dedans, on savait pas trop où on allait. On s'est dit on va en parler un peu à la cool. Et puis il s'avère qu'on en a quand même parlé pendant un peu plus d'une heure. Et je pensais pas qu'on tiendrait aussi longtemps sur Lovina. Donc plutôt cool, plutôt cool. On aurait pu tenir encore plus longtemps. C'est vrai. Mais on s'est raisonné. Parce qu'on se dit, il y a des auditeurs qui ne faut pas qu'on perde en cours de route. C'est ça. Et puis, en tout cas, comme ça a bien fonctionné, on en a un deuxième qui va bientôt arriver. On va pas trop vous en dire trop. On l'a fait avec Val. Et si vous allez checker un petit peu les réseaux sociaux de Val, vous savez qu'il a une passion. Et apparemment, c'est peut-être sur cette passion-là qu'on traite d'un sujet un peu sympa. Je vous en dis pas plus. Ça arrivera à peu près dans 15 jours, au moment où cet épisode sortira. Donc, pareil, on vous en parlera dès que ça sera ici. On a hâte. Bon les gars, on va se lancer dans le vif du sujet, hein. Je vais rappeler quand même rapidement le concept pour les auditeurs pour qui c'est le premier épisode. Donc chaque mois sur ce format-là, on regarde ensemble en fait le premier chapitre d'un manga. Le but c'est de décrypter en fait ce qu'on est en train de voir. On en profite pour en discuter, donner son avis, voilà, essayer d'un petit peu d'étirer le propos. C'est surtout en fait un prétexte pour parler de l'œuvre de manière générale. On évite les spoilers ici. Et voilà, l'idée c'est d'en parler sur un ton un peu léger et puis de vous dire un peu ce qu'on pense du manga qu'on va traiter aujourd'hui. Et là on surfe vraiment sur l'actualité puisqu'il est sorti en début de mois au moment où sortira cet épisode. Et aujourd'hui les gars, on vous parle de Kaiju Number 8, Kaiju numéro 8. Allez Val, je t'envoie la balle.
Let's go. Donc, bah, vous connaissez, hein, là, je vais vous faire un peu le pitch de Kaiju Number 8. Petite ambiance, tamisée, voix grave, c'est parti. Le Japon est régulièrement en proie à des attaques fréquentes de kaiju. Le pays a mis au point tout un système pour éradiquer la menace, alliant... Non, alors j'ai très mal lu ce qui vient de ce que j'ai écrit sur mes notes, mais grosso modo c'est ça. Donc c'est le Japon qui met tout en place un système, une sorte d'armée en fait de défense anti-kaiju. Forcément, quand il y a une armée, ben, aussi il y a des équipes qui travaillent un peu dans l'ombre, notamment dans le nettoyage, parce que ben, voilà, un kaiju c'est énorme et donc du coup il faut nettoyer un peu le bordel une fois que la bestiole est éradiquée. Et donc bah, l'histoire, c'est l'histoire de Kafka Ibino. On va suivre son quotidien qui est de nettoyer les cadavres de kaiju fraîchement abattus par les équipes de l'armée japonaise anti-kaiju. Et forcément, dans son histoire, un événement plutôt anodin, je dirais même particulier, va radicalement changer son quotidien et sa vie. Et voilà, globalement, on n'en dit pas trop. C'est plutôt un bon pitch. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal. Bon, la voix façon chroniqueur France Culture, bon, la prochaine fois, on évite, hein. Ouais, bon, Parce que j'ai tu crois essayé. bien que je vais le garder au montage, ça. Bah, j'espère. Je vais pas le couper, hein. Tu le sais. D'accord. Allez, je veux mon expert du Japon, là, c'est au hasard, Vidocq. Tiens, tu peux nous dire ce que c'est un kaiju? C'est quoi un kaiju? Expert du Japon, alors, encore moins sur ce domaine-là finalement. Moi, le kaiju, moi j'ai découvert assez récemment, mais les kaiju, ce sont des gros monstres en fait qui interviennent essentiellement dans la culture japonaise, mais il y en a d'autres, hein. On a vu des films en fait aussi occidentaux qui en parlaient déjà. Donc il y a pas, c'est pas que le Japon, mais on parle beaucoup de kaiju eiga en fait, les films de kaiju. Donc des monstres qui interviennent principalement au Japon et qui doivent être repoussés, mais à chaque fois, ces films, alors certes il y a le monstre, il y a les effets spéciaux, etc. Mais c'est un genre qui s'est aussi spécialisé dans tout de même le message au Politique. public. Hmm. Politique, le message écologique. Voilà, au fur et à mesure des générations de films, il y a eu différents messages qui passent, et notamment au Japon, mais partout dans le monde maintenant, il y a énormément de fans de ce genre très particulier de films de monstres. Oui. Et c'est un genre Et qui est assez mal distribué d'ailleurs en France, hein, je trouve. On oui, a quand même beaucoup de mal à trouver les films de manière légale. C'est un peu dommage. ouais, qui était finalement assez peu connu, c'était vraiment un genre de niche en France en tout cas. Et fallait être passionné vraiment de culture japonaise ou en tout cas de très vieux films pour les connaître. Mais ça arrive quand même ces dernières années. Et puis bien sûr, il y a eu le film Pacific Rim de Guillermo del Toro qui a vraiment popularisé à l'Occident et qui a fait redécouvrir hein, pour beaucoup le kaiju, qui a permis justement de relancer quelques rééditions de DVD, de films. Ce genre, je suis pas persuadé qu'on aurait comment dire, une telle production pour Kaiju numéro 8 si on n'avait pas eu Pacific Rim par exemple et le succès du film qui va avec. Donc après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas lui reprocher, en tout cas on peut que le remercier au contraire d'avoir ramené ce genre comme ça sur le devant de la scène. Ouais. Je vous cache pas qu'en absence d'animé, aujourd'hui, on a pris pour habitude, avant d'aborder le premier chapitre des mangas qu'on traite, il se peut que vous reconnaissiez un titre, une OST très connue, qui était plutôt raccord avec le manga. Val, je te laisse continuer. Peut-être que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on dise par Ouais, qui c'est fait. ouais, pour ajouter un peu à ce que dit Vidocq, moi, j'avais écrit un article là-dessus parce que j'avais trouvé ça hyper intéressant, donc ça parle de cinéma, et il me semble que c'est Universal qui avait lancé pour projet en voyant le succès du Marvel Cinematic Universe, qui avait lancé pour projet de faire un Monster Universe. Il y a Ouais, qui a un déjà, peu floppé il y d'ailleurs. a eu, ouais, il y a eu 3 films quand même, notamment, et donc c'est un univers de kaiju, hein. Il y a eu 4 films, 4. 3 ou Ouais. 4 films. Il y a eu donc Ça a démarré officiellement, 4. le Monster Universe démarre officiellement à Kong Island, hein, pour info.
Et Je suis après, il pas s'est sûr. enchaîné. Il y a le Si, Godzilla, si. le Godzilla de Ouais. 2016, je crois, avec Ouais, Bryan Ouais. Kong Cranston. Mais en fait, Island, Godzilla, le Monster King of Monsters, donc le Godzilla numéro 2. C'est Et ça. après, on a le Kong versus Godzilla. Donc il y a Ouais, 4 films au il y a total. 4 films, ouais, c'est ça. Donc c'est Godzilla, Skull Island, Kong Skull Island, Godzilla King of Monsters, et comme tu as dit, ouais, c'est ça, Godzilla versus Kong. Et justement, et je trouve que, enfin, moi j'ai beaucoup aimé ces films-là, même si c'est du grand public et c'est du CGI sur CGI, et ils parlent d'énormément, et ils font énormément de refs à des kaijus hyper connus de la culture japonaise et de la culture un peu ben, kaiju, hein, je vais appeler ça comme ça où ben, on a Rodan, ouais, je crois, un truc comme ça, où on Ouais. a des kaiju hyper connus de cette vieille époque où les kaiju étaient au cinéma au Japon, comme vous disiez, difficile d'accès pour nous occidentaux. Voilà, je voulais juste rajouter ça, quoi, parce que j'aime bien. Non, non, mais pour fermer la parenthèse, moi je trouve que c'est quand même des films assez moyens qui maîtrisent pas forcément le matériau de base et qui font un peu ça au forceps. Voilà, ça c'était juste pour fermer la parenthèse. Mais nous ne sommes pas dans un podcast ciné, nous sommes dans un podcast manga, même si la tentation est forte. Bien sûr. Et Val, on continue. Donc, Yes, par qui s'est fait ce Kaiju number 8? c'est Naoya Matsumoto, donc qui est au dessin et au scénar. C'est prépublié comme très souvent, hein, ça fait plusieurs fois qu'on le répète, mais dans le Weekly Shonen Jump. Alors, petite particularité, Plus. c'est pas tout à fait le Weekly Shonen Jump. C'est Ouais. donc Le d'ailleurs c'est Shonen Jump Plus. voilà, c'est donc la première œuvre du majeur de l'auteur et le Weekly Shonen Jump Plus, c'est en fait la version online du Weekly Shonen Jump. C'est en fait on lit directement la prépublication en ligne. Et ça permet en fait d'amorcer un peu la discussion qu'on a pu avoir notamment sur The Promised Neverland, qui est en fait une plateforme qui accueille tout type de récits sans forcément marketer vraiment un genre particulier, puisqu'en fait tous les genres peuvent se mélanger en fait. C'est pour ça d'ailleurs Kaiju Number 8, c'est marketé comme du shonen, mais c'est pas tout à fait du shonen non plus. Donc on est plutôt dans cette veine où le shonen commence à flirter avec le seinen. Voilà, donc je pense que cette application-là, elle résume aussi un peu le mouvement qu'est en train de prendre le Japon sur les mangas. On en reparlera, mais Kaiju Number 8, pas totalement du shonen. Ouais, tout à fait. Mais c'est marketé comme du C'est shonen. complètement, non, c'est complètement du shonen pour moi. Ah, et ben on en discutera. J'ai mon mot à dire aussi. Ouais. Alors vas-y, donc le genre, c'est Ouais, donc marketé comme genre, du shonen. ouais, c'est ça, c'est marketé comme du shonen. Bon, on est sur de la SF, hein, et de la science-fiction, action et ben, genre kaiju, quoi, hein, on parle de kaiju. Seb en a fait un épisode aussi à propos de ce genre-là avec, oui, un one-shot sur Asadora, qui parle de kaiju aussi. Oui. Donc, Ouais, qui parle de kaiju aussi, ouais. on vous invite à aller l'écouter aussi. Une autre œuvre qui a un autre Oui. style, je pense. Où Euh, le kaiju est complètement en arrière-plan en fait, et il n'est pas sur le plan principal, ce qui n'est pas le cas ici, hein, puisqu'on est là pour en prendre plein la tronche. Mais Exactement. oui, oui, Asadora, super œuvre de Naoki Urasawa que je vous réencourage encore à lire. Aujourd'hui, on est à juillet 2020, on est sur 4 tomes publiés au Japon. Et en France, ben voilà, c'est sorti le 6 octobre. Le premier tome est sorti le 6 octobre aux éditions Kazé avec une campagne de communication plutôt extraordinaire et du jamais vu. Maboule. Une Ouais. affiche sur la Bibliothèque nationale de France, la BNF. Euh, C'était C'est du plutôt jamais fou à vu, hein. voir. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça par le passé pour un manga. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe. Mais c'est quand même assez fou furieux. Et j'en profite quand même pour féliciter quand même le boulot de Kazé, hein, parce que Kazé, quand ils sont arrivés sur le marché du manga, moi je n'ai pas cher de leur peau, honnêtement, parce qu'ils n'avaient pas énormément de titres majeurs où ça donnait envie d'aller vers leur catalogue. Et là, je trouve que depuis ces 10 dernières années, ils se sont renforcés avec des titres, pour moi, incontournables. Enfin, ils ont vraiment des trucs, ça commence vraiment à devenir assez fou tout ce qu'ils ont. On en a parlé avec Ludo quand tu as fait ton premier passage avec nous de Promised Neverland. C'est une grosse locomotive. Enfin, là, Kaiju Number 8, il y a du Chainsaw Man. Enfin,
Il y a vraiment, je trouve, enfin, après c'est mon ressenti personnel, vous ne partagez peut-être pas, mais je trouve que Kazé fait un taf au niveau éditorial, je trouve assez ma boule. Et petit aparté, donc il n'y a pas d'animé, mais on en parlera peut-être Pas parce que je encore. pense que ça sera, voilà, ça sera peut-être le sujet à débat pendant le décryptage du manga. Clairement, pour moi, il y a un animé prévu bientôt. Alors on peut faire des paris, tiens, allez, sur quelle plateforme vous le voyez? Quel studio déjà et quelle plateforme? Moi, j'en sais rien du tout, j'en connais pas suffisamment. Ouais, même pas pour le fun? Histoire que ça soit gravé dans Non. le... Non? Allez Val, l'expert. Bah, moi, je vais mettre une pièce sur ADN. Ça, c'est pour moi la plateforme qui diffusera en France Kaiju Number 8, ça sera ADN parce que je sais que Sébastien Abdelhamid, il est pas pour rien sur l'affiche sur la Bibliothèque nationale de France. Il a fait partie de ce truc-là et on sait que c'est une des personnes qui possède ADN, Sébastien Abdelhamid. Le bienfaiteur du manga en France, hein, il fait beaucoup de choses et ça m'étonnerait pas qu'il se débrouille pour avoir les droits. Et après, ben, je pense que le manga va très très vite arriver. À mon avis, je suis prêt à parier que fin d'année prochaine, si ce n'est peut-être l'été prochain, on a quelque chose. Parce que ça va très très vite aujourd'hui maintenant les productions et pourquoi pas on a envie que ça soit le studio Mappa. Ils font des belles choses. Je te rejoins sur Sudo Mappa, je pense que ça peut vraiment être un taf pour Mappa, parce ils ont le vent en poupe et c'est clairement les gars sûrs de l'animé en ce moment, de l'animation. Après, sur la plateforme, juste pour te contredire, voilà, mais je mettrais quand même une petite pièce sur Netflix, parce que Netflix a quand même vachement œuvré sur le côté kaiju, donc il y a quand même beaucoup de films de kaiju sur Netflix, donc le Monster Universe est en grande partie sur Netflix, donc je les verrais bien en petit trublion là, aller piquer les droits de l'animé et que ça soit sur leur plateforme. Voilà. Ce serait pas On en impossible. reparle dès que ça sort et on débriefera à ce moment-là. Les gars, si vous le voulez bien, on se lance sur ce premier chapitre? Let's go. Allez. Allez, c'est parti. Alors, eh ben, déjà, pour le premier chapitre, il s'appelle tout simplement et sobrement épisode 1. Il n'a pas de nom. Voilà, Ils sont pas embêtés sur ils ne les sont pas chapitres. embêtés, on va à l'efficacité. Déjà, si on doit commencer, parce qu'on va quand même parler avant toute chose de quand on ouvre un manga, qu'est-ce qu'on regarde en premier? Bah, c'est la couverture. Qu'est-ce que vous avez pensé de la couverture, les gars, déjà? Vidoc? Pas ouf du tout. Ok. Enfin, moi perso, ça me donne pas envie en fait. C'est vraiment le fait qu'il y avait une histoire de kaiju. Je me suis dit, tiens, on n'en a pas tant que ça en France, qui m'a fait me lancer dessus. Mais voilà, le personnage de côté, on voit que c'est un kaiju humanoïde sur fond rouge. Voilà, enfin, clairement, ça m'a pas donné envie du tout, cette couverture. Ok. Alors, elle se prolonge hein, quand même. Oui, elle est sur On les a le deux. personnage en entier, Elle a les finalement. deux tranches, ouais. Voilà. Mhm. On a l'arrière aussi. Mais voilà, j'ai trouvé assez banal et pas forcément, qui met pas forcément en valeur le manga. Val? Ben, je rejoins un peu Vidoc sur cet aspect-là où on voit le personnage, enfin, une espèce de kaiju humanoïde et tout. C'est vrai que sur le coup, ça donne pas envie. Après, moi, ce qui m'a donné le plus envie de lire le manga, c'est plus la com qu'il y a eu autour et l'engouement qu'il y a eu. Après, à proprement parler de la couverture, honnêtement, moi, je la trouve hyper quali. Euh, J'aime les petits reflets qu'ils ont fait sur les couleurs bleues, la couleur un peu bleutée et tout. Et l'espèce de texture qu'on voit à l'œil mais qu'on sent pas sur le papier. Mais j'ai bien aimé quand même esthétiquement à quoi ça ressemble, les couleurs et tout, parce que ça nous donne une idée après de ce à quoi ça peut ressembler dans le manga quand c'est en noir et blanc. Mais c'est vrai qu'à première vue, par rapport aux propos du manga et tout ça, c'est vrai que ça nous en dit pas trop non plus. Donc je peux comprendre l'avis de Vidoc là-dessus quoi.
Ouais, je vous rejoins Ah, assez par contre, je te globalement. rejoins, hein. C'est de la bonne qualité, par contre. Ouais. Ouais, alors qualitativement, je suis d'accord avec vous. Je trouve qu'il y a un super boulot qui a été fait sur le design, sur la mise en page. Après, c'est vrai que je suis Bah, sur les couleurs, surtout. sur les couleurs, ouais, mais je suis pas convaincu À non part le plus. rouge criard du fond. Alors, il me dérange pas le rouge criard, parce que moi, le rouge, c'est une couleur que j'aime bien et je trouve que c'est une couleur qui accroche l'œil. Après, je suis pas convaincu que ce soit le meilleur dessin qu'on aurait pu mettre en première couverture non plus. Le profil, je Non. trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur. Après, le dessin est joli, hein, attention, hein, enfin, il y a enfin, j'aime beaucoup le design du kaiju. Et c'est vrai qu'après, bon, bah voilà, le titre c'est Kaiju Number 8. On a un kaiju un peu humanoïde de côté. On sait pas encore qui c'est. Mais c'est vrai que ouais, ouais, ça aurait pu être mieux. Je suis pas ultra convaincu par la couverture non plus. Et encore une fois, moi c'est plus le pitch qui m'a emballé plutôt que la couverture qui me Mm. dit tiens, je vais l'acheter. Donc quand on l'ouvre, on démarre direct par deux belles pages en couleur, faut le dire, hein. C'est deux magnifiques pages en couleur où on voit un kaiju, un énorme kaiju qui attaque. On suppose que c'est la ville de Tokyo. J'ai pas l'impression que ce soit dit vraiment très clairement, mais Yokohama. Yokohama, ok. La ville de Yokohama et bah, en fait il se fait clairement défoncer en deux pages et ça se conclut sur une dernière case en fait où on voit un mystérieux personnage aux jumelles en train d'assister à la scène de loin. Qu'est-ce que vous avez pensé, Val? Tiens, bon, on va commencer par toi, de cette entrée en matière du manga. Ben, franchement, quand moi j'ai lu les deux premières pages, j'ai éprouvé un vrai plaisir parce que j'aime beaucoup les premières pages en couleur en fait. Bon, déjà, le papier, c'est pas le même, c'est du papier glacé, donc c'est déjà toujours un kiff, surtout sur un tome de première édition comme ça, où on n'est pas sur une perfect ou quoi que ce soit. Donc c'est plaisant, on nous prend pas pour des cons, quoi. Ça fait plaisir. Mais surtout, ben, d'avoir de la couleur, ça donne un peu, ça permet de donner le ton au manga sur ben, comment on peut imaginer un peu à quoi ça va ressembler en animé déjà, mais surtout comment on peut imaginer ben, l'univers autour de ce manga-là, et ça fait plaisir, quoi. Donc moi j'ai trouvé ça super cool. Après, je t'avoue, entre vous et moi, le design du kaiju qui est montré, je le trouve pas incroyable. Pour moi, c'est un lézard, un petit lézard, quoi. Je le trouve pas foufou, il me fait pas hyper peur. Mais par contre, moi j'ai pris du plaisir à lire et ça m'a fait plaisir de voir deux pages couleur d'entrée comme ça, où ben, ça m'a assis dans du confort et ça m'a dit bon bah, vas-y, c'est bon, je suis lancé là, je pars, je suis content, je vais lire la suite. Vidoc? Là. En fait, moi, c'est pas tant les dessins qui m'ont impressionné sur ces deux premières pages. Moi, sont les textes, c'est la narration. En fait, en deux pages, l'auteur nous explique tout de suite l'histoire. C'est-à-dire que direct, il nous parle. Alors, première bulle, il nous parle du kaiju, très bien. La deuxième, on voit que c'est en fait enfin, soit c'est un journaliste, ou si c'est une voix quelque part. Il y a un drone qui filme, qui nous dit tout de suite qu'un kaiju est apparu à Yokohama. Donc en fait, les gens savent ce que sont les kaiju, que visiblement c'est quelque chose qui est habituel. Il demande aux gens de se mettre tout de suite en sécurité, donc les gens savent où se mettre en sécurité et ont l'habitude de ça. Il nous indique qu'il n'y a aucun risque de tsunami, ça veut dire que c'est pas le premier, donc il y en a eu d'autres, que potentiellement il y a des tsunamis qui peuvent survenir. Et, en fait, le dernier personnage justement que tu disais qui a des jumelles, qui dit ils en ont foutu partout, sous-entendu, enfin il n'y a rien d'extraordinaire de voir un kaiju gigantesque dans la ville qui s'écrase. Ouais, c'est clair. Donc en fait déjà on sait que enfin ça va pas nous expliquer l'arrivée des kaiju, on le saura Non, peut-être plus tard, non, non. mais on arrive dans un monde où le kaiju c'est quelque chose d'habituel, et rien qu'en plus un kaiju qui est abattu en deux vignettes, apparemment en un coup, on voit qu'en fait c'est pas forcément le kaiju l'espèce dominante, que ça vient peut-être mettre le bordel, mais que c'est l'humain qui a le dessus pour l'instant en tout cas. Oui, pour Donc c'est l'instant. totalement maîtrisé, et tout ça en deux pages. Voilà, on arrive dans un monde et l'auteur nous explique déjà la situation. Bah, je vous rejoins complètement tous les deux, hein. Je trouve que l'alliance en fait de la puissance du texte et le style graphique de l'auteur que moi personnellement je trouve super beau. Je trouve il a un style vachement épuré, hyper efficace. J'aime beaucoup le design du kaiju. Désolé Val. Moi je trouve qu'il est vraiment très chouette et ça nous donne en fait un avant-goût de sa palette graphique et ce qu'il va pouvoir nous offrir après.
Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est je mets toujours un peu de référence avec les plans du cinéma. J'adore en fait cette première case, en fait, ce premier plan avec cet effet de gigantisme du kaiju, parce qu'on se rend pas forcément compte sur cette première page, mais le truc il est énorme quand même, parce qu'une fois qu'il est étalé, on voit qu'il quand même qu'il prend plusieurs pâtés de maison et qu'il a broyé plusieurs pâtés de maison. Mais je trouve que ce plan en contre-plongée, où on voit par en dessous en fait le kaiju, donne vraiment cette sensation de prédominance en fait du kaiju et j'aime beaucoup. Je trouve que le plan il est assez dingue en fait et je trouve que c'est une super entrée en matière. On se dit putain on est face à quelque chose de gigantesque et d'énorme. Et comment est-ce que les humains vont pouvoir s'en sortir? Bon, on voit que comme tu disais, Vidoc 2 cases après, il se fait dessouder. Mais je trouve que c'est vraiment une super entrée en matière. Et tout ça, c'est appuyé avec un dessin, je trouve, qui est assez sobre, en fait, qui est pas trop flashy. On parlait de la couleur totale, que le rouge vraiment tape à l'œil. Là, je trouve que c'est des couleurs assez douces, malgré tout. Et enfin, en tout cas, on voit il y a vraiment une maîtrise au niveau du dessin. Et enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié ces 2 premières pages. Alors, j'ai vu que c'était le premier manga de l'auteur. J'ai pas réussi à savoir s'il avait fait autre chose avant. Mais en tout C'est le cas, deuxième. il n'y a pas beaucoup d'infos sur l'auteur. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé énormément. Je sais pas s'il a été En assistant de fait, quelqu'un. il en a fait un avant. Ouais. Il a fait. Ah, j'ai mangé le nom. Je l'avais pas parce que j'avais pris quelques notes quand même parce que c'est un manga que j'ai pas lu. Qui est sorti en France? Pochi et Kuro. Ouais, c'est Non, ça me parle sorti, pas. c'est en 4 tomes, c'est sorti en France en fait. Alors il a pas fait que, au sens qu'on l'entend, il a fait que 2 mangas du coup, parce qu'il a fait Pochi et Kuro et Kaiju numéro 8 en sérialisé. Ok. Et en fait, il a fait plein de one-shot avant en fait. Ok. Il dessine déjà depuis des années, mais nous en France, on le connaît que pour Pochi et Kuro. Ok. Ben, je découvre complètement avec Kaiju. On continue. On arrive sur la découverte de l'équipe, hein. On a d'ailleurs une super première case où en fait on voit toute l'équipe regroupée dans le camion en train d'attendre que les nettoyeurs, enfin l'équipe de défense en termine avec le kaiju. Et c'est l'introduction de notre héros principal, Kafka Ibino. Euh, et on sait qu'il a 32 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette entrée en matière du quotidien, on va dire, de Kafka et Bino? Vidoc? Bah, ça dédramatise tout de suite la situation. C'est vraiment la continuité des 2 premières pages où on se dit que voilà, le kaiju, rien qu'en tombant, a écrasé une bonne partie de la ville. Et en fait, tout dédramatise ça. C'est-à-dire qu'on a l'équipe de nettoyeurs qui attend tranquillement, dont plusieurs en train de roupiller dans le camion. Oui. On a en fait la première apparition de Kafka Ibino, mais enfin, vraiment en gros plan, où il a sa propre vignette, où il nous dit juste que les os sont trop solides, que voilà, il lui faut autre chose. Bah, c'est pas ce à quoi on s'attend en fait d'un personnage principal. On s'attendait plutôt à un personnage charismatique. Là, il est en habit de nettoyeur avec du sang partout dessus. Euh, D'ailleurs, il donne des règles euh, à ses collègues. Il y a des bouts de monstres qui explosent. Mais tout ça, ça paraît étonnamment anodin, en fait. Ouais. Et Bah, ils sont blasés il en sait fait, ce hein. qui va se Blasés du passer. quotidien. On a l'impression que c'est pas qu'ils l'ont Ouais, fait déjà des cinquantaines de fois en fait, hein, limite. c'est ça. Et d'ailleurs, il le dit très vite, parce que quand il regarde la taille du kaiju, il dit on en a au moins pour une semaine, pour la semaine, quoi. Donc voilà, c'est son quotidien, il est habitué, il connaît le métier. Euh, enfin, ça donne l'impression d'un personnage sûr de lui, en plus, bah, on nous l'indique, hein, 32 ans. Mais, euh, mais déjà, on sent un petit côté loser, en fait, dans son dessin. Pas dans ses paroles, mais dans ses dessins, vu il est mal. Enfin, on a l'impression qu'il est mal rasé, mais en fait, non, c'est juste sa, sa petite barbe qui sera comme ça tout le long. Mais Bon, voilà, il a un côté un peu négligé, hein, on peut le dire, hein. il a un côté négligé, nonchalant. Je cherchais le mot. Mais connaisseur dans son métier, parce que voilà, il sait ce qui va se passer, que il a un collègue qui se blesse, par exemple. Il le prévient une case avant. Donc, ouais, personnage en fait au design assez classique en plus. Oui. C'est-à-dire qu'il a rien de spécial. Il est vraiment, il est passe-partout. Donc, et
Et ça, en fait, alors sans spoiler les restes du chapitre et du tome, mais on voit que ce dessin passe-partout, c'est un peu une marque de fabrique pour le reste du manga, en tout cas pour ce qui était publié. Le C'est que classicisme, ouais, les c'est un mot qui va personnages, revenir très souvent, je ouais, pense, dans notre bouche. les personnages sont vraiment classiques. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont, quand on les voit, ils ont vraiment rien de particulier. Et au début, on se dit que c'est peut-être le style de l'auteur. Et c'est à se demander si justement c'est pas fait exprès. Ouais, c'est l'impression qu'il cherche un peu à fondre ses personnages dans la masse et dans un quotidien on ne peut plus classique et on ne peut plus linéaire. Val? Je vous rejoins totalement. Et là où je trouve ça un peu assez original, bah, c'est l'âge du personnage principal. Euh, on en a parlé, c'est un shonen. C'est quand même assez rare de voir un shonen avec un mec de 32 piges, quoi. Ça, Je dis oui, monsieur, je dis oui. ouais, bah, et franchement, et en fait, tout ce que vous venez de dire, bah, je pense que ça rentre exactement aussi dans cette image-là de mec trentenaire qui, bah, il a un peu de vécu sur son travail. Ça doit faire certainement quelques années qu'il fait ça, donc on le ressent dans les conseils qu'il donne, comme a dit Vidocq à ses collègues et tout. Et je trouve ça intéressant dans son côté blasé aussi. En fait, tu sens que le personnage, en quelques cases, on comprend que le personnage, il a du vécu, il a un Il passif a de la bouteille. Ouais. ouais, il a de la bouteille. Bon, malgré son âge, il y a le reste aussi qui prouve qu'il a de la bouteille et ça c'est assez cool quoi. Pour une introduction, c'est pas commun, c'est plutôt original et du coup ça amène de la fraîcheur, je trouve, à la lecture en fait. On se dit ah putain merde. Ok, on n'est pas sur un gamin qui a perdu ses parents et qui a 13 ans. Là, on est sur un mec qui a 32 ans, qui vit sa vie métro boulot dodo et allons voir ce qui se passe, quoi. Donc c'est cool. Et je rappelle que 32 ans, dans l'univers merveilleux des mangas, petite référence à notre échange avec Ludo quand on a parlé de Lovina, 32 ans c'est vieux. C'est super vieux 32 ans. Attendez, oh là là. Qu'est-ce que c'est à 32 ans? Non, non, mais blague à part. Mais oui, c'est vrai que ça tranche un petit peu avec ce qu'on a pu voir, en tout cas, sur des jeunes avec un but ultime. On verra qu'il a aussi une quête, hein, lui. Hein. Mais bah, on sent vraiment, moi, la première réflexion qui m'est venue à l'esprit quand je l'ai regardé bosser, que j'ai regardé un peu son attitude, je me dis, c'est quand même un bon boulot de merde. Hein. Et puis c'est sublimé en fait à un moment dans le manga où en fait le personnage de Kafka se retrouve en fait à gérer les intestins. Donc le parallèle avec le caca est C'est tout d'ailleurs choisi. censuré. Ouais, Et c'est ouais, d'ailleurs ce que j'ai trouvé très très drôle parce que ça donne déjà un petit peu une note d'intention de l'auteur. Là-dessus, on sent qu'il va quand même avoir un petit peu un ton décalé et un peu d'humour. On sera pas dans un récit trop dark. Ouais, c'est qu'il nous censure. C'est carrément flouté en fait. C'est pour ceux. Attention, je vais faire mon vieux con. Pour ceux qui ont connu l'ère de Canal avec le côté crypté, bah, c'est un peu comme sur Canal quand c'était crypté, n'est-ce pas? Donc, ouais. donc non, non, mais ouais, ouais, j'ai trouvé ça, ouais, c'est cool. Ça fait un petit peu tranche de vie. On le voit travailler. Ça nous permet de comprendre un petit peu plus comment fonctionne le personnage de Kafka et comment dire, est un petit peu changeant, comme tu disais, Val. C'est que bah, le personnage, il a 32 ans, quoi. J'ai pas très bien compris, moi, pourquoi ils ont flouté les intestins. En fait, moi j'ai lu au départ en scan et après j'ai acheté le tome quand il est sorti. Et il me semblait que dans les scans, la partie intestin et tout ça n'était pas censurée. Et quand j'ai lu ça, clairement, franchement, j'ai été déçu. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils floutent là en fait ils floutent des intestins, quoi. Y a rien à flouter là. C'est pas si dégueulasse et si gore que ça dans mes souvenirs. Et je l'avais lu pas longtemps avant, quoi. J'ai dû lire ça au début du mois de septembre. Et en relisant le tome le 6 octobre, j'ai pas très bien compris la volonté derrière de caser de. Je sais pas si c'est casé qui a flouté ou alors une très mauvaise mémoire, je sais pas. Non, je pense qu'il y a deux interprétations possibles à ce truc-là. Soit c'est de la grosse fainéantise de l'auteur qui s'est dit je vais pas faire le détail des intestins, c'est long à faire. Ou faut peut-être y voir une petite note d'humour un peu décalée pour trancher un peu, parce qu'il y a quelques petites scènes un peu rigolotes qui peuvent annoncer qu'il y aura des petites notes d'humour dans le manga. Donc je miserais plutôt pour la deuxième solution. Je sais pas ce Ouais. que t'en penses, toi, Vidoc? Non, mais c'est de l'humour. Hein. Moi, je l'ai pris comme ça. Hein. Ouais. Déjà, la nonchalance de Kafka
déjà nous donne des indices. Et puis d'ailleurs, la case juste avant, parce qu'en fait, ils sont en train donc, de dépecer le kaiju, et en fait, il est appelé justement Je par un veux collègue qu'on suppose pas. d'ailleurs son... Voilà, c'est ça. Son chef, et encore même juste avant, c'est-à-dire qu'il lui demande justement qu'il y a un changement de poste et faut qu'il intervienne, et il demande où ça, et là il y a une vignette spéciale avec, donc je pense son responsable, qui, euh, qui replace ses lunettes et qui C'est dit la aux pose intestins, enfin iconique des mangas quand il y a une connerie à sortir. ouais, mais sur un ton extrêmement sérieux, et donc là on sait que Les voilà, intestins. il faut pas y aller, quoi. Surtout que son collègue lui dit condoléances vieux. Donc je pense que voilà, le fait Ouais, que quand il c'est arrive pour dans les appuyer les cases intestins d'avant, ouais. du voilà, et puis quand il arrive dans les intestins du kaiju, voilà, d'ailleurs c'est marqué autocensure. Euh, je pense que c'est pour marquer un petit trait d'humour, pour dire que c'est vraiment vraiment horrible. C'est clair. Alors le bon vieux Kafka, il termine sa journée forcément épuisé, il arrive dans sa chambre complètement défoncé avec, comme il dit, l'odeur qui lui reste bien incrustée dans le nez. Et il tombe en fait à la télé sur, on fait les honneurs en fait dans un flash info donc là on introduit un autre personnage principal du manga qui est donc Hashiro Mina. Et c'est là l'instant flashback assez commun. Là pour le coup c'est très commun au shonen où on revient un petit peu sur l'enfance de Kafka. Alors c'est un court flashback, hein, mais on comprend en fait assez rapidement que ils avaient quelque chose en commun et qu'ils se sont fait une promesse. Voilà, c'est quelque chose. Moi, j'y rajouterai juste un truc parce qu'on va pas s'étendre sur cette petite partie parce qu'il y a pas grand chose à dire, je pense, mais on est sur du classique du shonen avec la promesse qui est faite quand on est enfant. Vidoc, L'instant Lovina. l'instant Lovina. Tu veux rajouter quelque chose, toi, Val, là-dessus? Non, non, c'est clairement ça, hein, c'est marrant, ça dénote un peu le début, on repasse sur du shonen purement classique, et je trouve que ça amène un peu de crédibilité au flashback, le fait qu'il soit un peu plus âgé, et que du coup, peut-être qu'il, je sais pas, il ressasse un peu ça dans sa tête en voyant ben, Mina Hashiro, en la voyant où aller, on le voit dire putain, pourquoi moi je suis resté de ce côté de la barrière, on sent que ça. Et je trouve que le flashback a une vraie importance. Donc c'est cool. C'est très bien amené, je trouve. Bah, ça nous montre surtout un personnage qui, visiblement, a quand même raté une bonne partie de sa vie, qui avait des ambitions, et que là, il a 32 ans. Visiblement, une amie d'enfance, elle, a eu un parcours totalement différent, Brillant. et que lui, d'ailleurs, il y a une vignette sur son appartement, hein, où on voit que il a un petit appartement en bazar avec des tonnes de bière et de nouilles instantanées. Faudra vérifier si la Euh, marque de la goule à bière existe, hein, c'est important Ouais, c'est important. pour la science. Il faudra se Mais, renseigner. mais voilà, on se dit, bah, en fait, le gars, il a raté visiblement pas mal de choses. Et il se complaît maintenant, en fait, Dans la dans sa médiocrité. vie actuelle, en se disant que de toute façon, bah, enfin, il fera pas mieux, et que faut qu'il en reste là, quoi. Il faut plus qu'il arrête d'avoir de grandes ambitions. Et, et c'est pour ça que l'arrivée justement d'un nouveau personnage juste derrière, une fois qu'on a ce moment, on se dit, bah voilà, en fait, l'histoire elle est finie. Et boum, il y a un personnage qui arrive et qui va tout chambouler. C'est ça. En fait, bah oui, tout Transition. simplement, on a une belle transition parce que on arrive juste à la page juste après. C'est une nouvelle journée qui commence. On a notre personnage de Kafka qui a une énorme gueule de bois, donc à mon avis, la bière, elle n'est pas là que pour la déco, hein. Il a dû bien les descendre aussi au passage. Et là, donc, c'est la rencontre en fait entre Kafka et Reno Ishikawa. On va l'appeler Reno, hein, ce sera plus simple. Qui va être en fait bah, son nouveau binôme sur les comment dire les différents chantiers qui sont à venir. Nettoyage. Et on va très vite comprendre et connaître en fait les motivations de Reno. Et ça va être quelque chose qui va faire écho à Kafka. Faut rappeler que Reno, là, dans l'histoire, il a 18 ans, Kafka en a 32. Donc ça va être le début d'une relation d'amitié naissante, parce qu'on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va quand même matcher entre tous les deux, parce qu'ils ont quand même un but commun.
et il y a des choses qui vont s'ouvrir. Val, est-ce que tu veux dire quelque chose toi là-dessus? Ouais, je voudrais donner mon ressenti sur Renault. Le premier ressenti que j'ai Ouais. eu, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, bah, encore ça, encore un personnage puant, le pseudo-rival, mais c'est pas crédible. Sasuke? Quoi? Encore lui? Ouais, mais non, mais c'est presque ça, quoi. Tu sais, le jeune, alors bon, les auditeurs et vous, vous allez rigoler quand je vais dire ça, parce que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, étant donné que je suis plus jeune à parler ici, et que c'est un petit peu moins Renault, quoi. Mais enfin, moi, Oh, ça se ça sent m'a pas. saoulé de le voir arriver, et de le voir dans les premières cases, hein, je parle. Hein. Après, mon avis va changer. Mais dans les premières cases, je me suis dit, oh, putain, il est puant, il parle mal au. C'est le cliché quoi du jeune con du hockey boomer quoi en fait un peu. Donneur de leçons, Ouais, du clairement. donneur de leçons. Clairement c'est un jeu, on le voit, on se dit ouais lui il dit hockey boomer. C'est ce genre de gars là quoi. Et ça m'a un peu fait chier sur le début. Et puis en fait, comment le personnage a évolué en quelques pages, ben, j'ai vraiment apprécié parce qu'en fait, ils vont créer une amitié, comme tu as dit, Seb, avec Kafka, alors qu'en théorie, ils sont pas censés être amis parce que. Ils n'ont pas grand-chose en commun à part leur but. Et en fait, Reno, il va s'avérer être ben, un super sidekick, quoi, le bon pote, malgré la différence d'âge et tout, et moi j'ai trouvé ça ouf. Donc en fait, Reno, c'est un super personnage. Super. Vidoc? Ouais, bah, en soi, je suis d'accord. Hein, les deux, trois premières pages avec Reno, on n'a qu'une envie, c'est de le baffer. Parce que, enfin, il prend Kafka de très très haut. Oui, c'est Et, vrai. mais ce qui est bien dans le manga, alors on le voit tout le premier tome, et on le voit en fait dans les autres tomes aussi, c'est que tout va toujours très vite. C'est-à-dire que le manga, mais ça carbure, ça avance sans arrêt. Ouais. Et en fait, le personnage de Reno, je prends le manga en même temps, en 4 pages, il change du tout au tout. Oui, c'est vrai. Alors, alors après, ils ont passé une journée ensemble, ils ont travaillé sur un kaiju, donc tout n'est pas détaillé, mais ça va extrêmement vite, où Kafka continue de lui prodiguer des conseils. On revient au fait que Kafka, bah, il connaît son métier sur le bout des doigts, et que lui, il est expérimenté, que Reno, il arrive, il n'y connaît rien. C'est son premier jour de boulot, et que, bah, en fait, c'est Reno, tout simplement, qui va évoluer en se disant que il a peut-être mal jugé Kafka, qu'il y a peut-être des raisons aussi pourquoi Kafka, qui voulait rentrer dans les forces de défense, et qui ne le tente plus. Et du coup, il va lui-même bah, s'excuser, tout simplement. Et tout en lui glissant que bah, son rêve est finalement pas. On parlait justement qu'il avait son rêve était mort, et en fait, c'est Reno La qui va le passion. redéclencher en lui disant tout simplement que, bah, en fait, non, il est pas mort, puisque les forces de défense acceptent désormais de recruter des gens jusqu'à 32 ans. Et en fait, voilà, Reno, bah, c'est pas pour rien en plus, je pense que, comme on disait, il intervient juste après la case toute sombre d'un Kafka allongé sur son lit avec plein de bière au pied du lit. Aussitôt après, on voit le visage de Reno. Et bien en fait, c'est lui qui va redéclencher la passion de Kafka, et qui va lui remettre le pied à l'étrier en lui disant: mais non, mais en fait, l'examen, il est pas forcément hors de portée. T'as encore une chance. Ouais, et puis clairement, en fait, cette case-là, bien précise, est en fait à ce moment-là où la position de force entre les deux personnages s'inverse. On démarre en Mm. fait, comme vous disiez, pour reprendre, hein, on démarre avec un Reno complètement antipathique, vraiment très froid, qui prend vraiment Kafka de haut et qui le considère vraiment comme un raté, hein, faut le dire ce qui est, limite une sous-merde. Et bah, comme tu l'expliquais, Vidocq, la journée se passe, ça va assez vite hein, dans l'évolution de la relation. Mais en fait,
ça s'inverse et en fait on sent qu'il va y avoir un lien fort entre les deux parce qu'il y a quelques cases qui savent vraiment bien le mettre en avant. Il n'y a pas besoin d'avoir un chapitre entier sur les deux personnages pour comprendre le lien fort parce que ça marche assez bien et on en parlera tout à l'heure quand on s'intéressera au décryptage. Il y a quelque chose dans le découpage des cases qui fait que ça rend le truc vraiment dynamique et cohérent. Mais c'est vrai qu'en tout cas sur cette dernière page on sent que, les rôles se sont inversés et que en fait Reno a du respect pour Kafka pour ce qu'il fait, parce que je pense qu'il s'est rendu compte que c'est un bon boulot de merde et qu'il faut quand même un peu de niaque hein, quand même tous les matins pour se lever et puis aller nettoyer la merde des cailloux. Donc c'est vrai, ouais, c'est vrai que c'est vraiment une case malgré tout assez iconique hein, quand même qui permet vraiment de sceller la relation. Juste voilà, une case, une phrase. Est-ce que j'ai une petite question à vous poser, hashtag instant philosophie. Est-ce que Reno, ce serait pas un petit peu l'image de la jeunesse de Kafka qui vient qui vient le rappeler à l'ordre, quoi, un petit peu, qui vient lui dire, écoute, regarde, il y a, tu peux encore faire des choses. Est-ce que ce serait pas un petit peu l'allégorie, quoi, de cette jeunesse un peu perdue, un peu ratée du personnage de Kafka? Voilà, on peut en débattre, on peut en parler. N'hésitez pas à nous Alors, on n'a pas rejoindre. 4 heures devant nous, hein, on n'a pas 4 heures. Moi, perso, la philo, c'était pas mon truc. Vidoc, je sais pas pour toi. Non, pas du tout. Ah, merde. Bon, Pour le coup, je suis plutôt d'accord. Plutôt bon, d'accord moi aussi, je suis que d'accord. Ça te va? On est bon? On passe à la suite? Super. quoi, on parle plus de Reno, ah, c'est dommage. Et là, il y a peut-être, allez, une de mes meilleures planches, allez, du premier chapitre. Je vais pas dire du manga parce qu'officiellement on l'a pas lu, mais non, non. Je trouve que la case qui vient juste après cette discussion entre Kafka et Reno, il y a une attaque surprise d'un kaiju et je la trouve démentielle. Je sais pas ce que vous en pensez. D'un Yuju, exactement. Qui sont les petits monstres qui gravitent autour Autour des des kaijus, kaijus. ouais. Ou dedans, Et, d'ailleurs. je trouve que pour moi, c'est une des planches iconiques. Je pense qu'on peut facilement la mettre si un jour on doit parler, on doit faire un peu la com de Kaiju Number 8 sur les réseaux. C'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en avant parce que je trouve qu'elle est assez dingue. Ça remet tout de suite en fait le débat en fait au centre. C'est-à-dire que on se disait bon, ça a l'air d'être une menace quand même assez maîtrisée. Ils sont pas hyper dangereux. Et là, en une case, on sent le danger, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Là, pour la première fois, les monstres redeviennent menaçants. Effrayant. Et en fait, effrayants aussi. Alors que depuis le début, oui, comme tu disais, le kaiju, les kaijus s'écroulent devant les humains, il y a des forces anti-kaiju, tout est connu, et là d'un coup, on se rend compte, non, il reste des menaces, et pas que cette page-là, hein, même la double page qui va avec, puisque c'est un Yoju qui va s'en prendre à Reno, et on voit le visage horrifié de Reno, en fait, qui à la base quand même veut rentrer dans les forces de défense, qui est un peu blasé des kaijus, alors qui emmène pas large parce que juste ça sentait très mauvais dans les intestins, mais voilà, qui semble un peu tout connaître, toujours sûr de lui, qui là finalement est juste apeuré devant le Yoju et si on regarde cette double page, bah, en fait on a l'impression que c'est fini pour Reno au bout de ces 6 pages, quoi. Mais là, miraculeusement, on a Kafka qui lui sauve la vie et voilà, qui échappe à une mort certaine. Et c'est vrai que c'est peut-être la première fois, alors peut-être que vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai peut-être loupé un truc, et c'est là où on en parlait tout à l'heure de l'inversement du rapport de force entre les deux personnages, où justement Reno appelle Kafka chef. Ouais. Et c'est vraiment à ce moment-là, pour moi, c'est la première fois où il lui dit ça, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Val, là-dessus, sur ce passage. Ouais, 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 c'est hyper cool. C'est vraiment le moment fort, je pense, du chapitre. Bon, avec la fin, très certainement. Mais c'est vrai que pour le coup, là, on arrive dans le sérieux. Et moi, ouais, j'ai vraiment kiffé aussi cette planche-là où on voit le Yoju sortir et essayer de bouffer Reno. Et je trouve qu'il y a je sais pas pourquoi, mais on va dire qu'on en parle à chaque épisode, hein. Mais bon, déjà, c'est très beau, c'est très bien dessiné, mais il y a du Murata un peu, je trouve, dans le design du Yoju, dans les yeux exorbités et tout, là, je trouve qu'il y a un petit truc comme ça, et c'est clairement un compliment hein, de dire ça.
parce que voilà, on a de cesse de dire que Murata est un grand mangaka et est un grand dessinateur. Et j'ai vraiment kiffé. Et puis bon, bah après, oui, sur le reste, je vous rejoins complètement. Ouais, c'est là que les rapports de force s'inversent. Et c'est là qu'on comprend quel va être un peu le rôle de Kafka. Parce qu'en fait, finalement, on le voyait en tant que loser, en tant que nettoyeur. Et puis là, on voit que ben, ça y est, hein, il porte ses bourses, pour pas être vulgaire. Et puis, il sauve la vie de Kafka, pardon, de Reno. Et, euh, et ça y est, il prend peut-être son destin en main. Je reste sur de la philo, moi. Euh, C'est ça. Et là, il fait face au kaiju avec une baramine et il est prêt à en découdre. Et là, bah pareil, je trouve que c'est quelque chose qui, je pense, montre que bah, ça marchera aussi très bien en animé et c'est sûr qu'il y aura un animé. On passe tout de suite sur un flashback. On revient sur un nouveau flashback entre Kafka et Mina où on en apprend un peu plus sur la promesse. Qui est bah, qu'ils vont tous les deux décider de rejoindre l'unité de défense. Et comme tu disais tout à l'heure, Vidocq, bah, il y en a un qui a réussi, pas l'autre, mais pour autant, on sent vraiment la détermination et la motivation entre les deux personnages. Et pareil, il n'y a pas beaucoup besoin de beaucoup de pages pour l'exprimer, hein. Ils sont face à un monde en ruine et ils décident d'aller s'en découdre avec les kaijus et rejoindre cette fameuse unité. Ouais, et puis là, ça explique pourquoi Kafka il tenait tant et que ce rêve, en fait, le mine, puisqu'il n'a pas réussi à l'accomplir. Et, euh, et en fait, on se doute, évidemment, le flashback est court, mais on se doute que tous les deux, ils ont pas forcément une enfance simple, puisque, et ça sera au moins le cas dans tout ce premier tome, il n'y a que eux deux dans chacun de leurs flashbacks. Il n'y a jamais personne autour. Donc au début, on ne sait pas trop où sont les parents. Ils sont toujours seuls, donc comme tu disais, devant une ville en ruine. Ils vont être seuls juste après. Ils sont sur un côté de route ou d'autoroute. Donc pas chez eux. Deux enfants comme ça, isolés. Il n'y a jamais personne aussi. Alors ça peut être l'effet flashback hein, qui fait que en fait, Kafka ne se souvient vraiment que de leur dialogue à eux. Mais voilà, c'est assez troublant. On dit que sous les allures des deux enfants, pas spécialement tristes, hein, en tout cas dans ces flashbacks-là, euh, on dit qu'ils doivent avoir eu une enfance difficile, bah, avec cette vie face à des kaijus, hein, où à tout moment des bâtiments entiers peuvent être écrasés, et donc avec des familles dedans. Donc tout ça, ça lui revient parce que bah, en fait, il voit sa vie défiler, comme on dit, parce que le Yuju est à deux doigts de le tuer. C'est ça. Parce que c'est bien beau de sauver Reno, mais lui, il n'est pas capable de lutter face, là, en l'occurrence, un Yuju, donc quand même un kaiju miniature, entre guillemets. Mais c'est là où on se rend compte que l'être humain, en fait, il y a, pareil, il est beaucoup histoire de rapport de force hein, dans ce manga, où on se rend compte justement que l'être humain tout seul n'est rien face à ces créatures. Et c'est vrai que là, tout de suite, en fait, on enchaîne en fait sur la fin de l'attaque du kaiju, où les deux personnages sont sauvés par des personnes de la force japonaise de défense, anti-kaiju. Et donc là, on retrouve Mina, qui arrive, pareil, je trouve, dans une page assez iconique, dans une pose assez badass, où elle est au centre. On voit qu'elle a une sorte de combinaison un peu spéciale. On verra que, on n'en parlera pas trop ici, mais elles ont des skills, un peu des capacités un peu spéciales, ces combinaisons. Et c'est ça qui les aide justement à combattre les kaijus. Et alors, on ne sait pas à quoi il peut servir dans un combat, mais on voit qu'elle a un tigre avec lui. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? J'en sais rien. Enfin, en tout cas, un gros chat. Je sais pas à quoi il peut servir. Mais en tout cas, ouais, on se rend compte que très rapidement, en fait, le capitaine Hashiro Mina et ses coéquipiers peuvent assez facilement dessouder un kaiju, quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Val, de ce Et, passage? ah, je voulais juste dire un truc Oui, avant, vas-y, excuse-moi. je pique la priorité à Val, c'est que c'est l'auteur qui disait que il a pensé les combinaisons, enfin il a pensé la combinaison sur Mina, en fait. C'est-à-dire qu'il a créé Mina, il a créé sa combinaison, et après il s'est dit, je vais créer la combinaison des forces anti-kaiju. Donc je sais plus où il mettait, donc c'est évident qu'en fait c'est sur elle que ça va le mieux, la combinaison, puisque la combinaison était pensée pour elle initialement. Et après, il l'a adapté aux différents physiques de personnages.
Voilà, c'est Il y a tout. il y a un D'accord. délire Evangelion, je trouve, dans la combinaison un peu de Mina. Ça m'étonnerait pas qu'il s'en soit inspiré. Ah bah oui, d'ailleurs, sûrement qu'on en parlera dans les inspirations, mais Ouais. Evangelion, c'est une On ébaume. on se le garde pour après. Oups, Il y a aussi d'autres j'ai inspirations, mais spoilé. Non, 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 mais on en parlera après. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, là-dessus, Val, ou est-ce qu'on passe à la dernière scène du pas à pas? Passons à la scène ultime de ce chapitre. J'ai pas grand-chose à Ah, rajouter de si, plus. juste une chose quand même, Ouais, sur vas-y, son Vidoc. arrivée, parce que quand même, c'est la première confrontation actuelle entre Mina et Kafka. Oui, je voulais aussi dire Et, quelque chose là-dessus, mais vas-y, vas-y, vas-y. et en fait, on la voit avec un regard un peu dédaigneux. Alors certes, elle est en hauteur, mais en fait, elle le regarde de haut et elle ne marque aucun temps d'arrêt. Elle s'en va sans un mot pour lui. Et Bah, c'est le ça ghost, aussi hein, qui. clairement, il est complètement ghosté, hein. Enfin, c'est... Elle n'a absolument rien à faire. Et on comprend bien pourtant qu'elle le connaît, donc c'est vraiment. C'est limite de la On honte, en voit le fait, fossé qui on a s'est créé. l'impression. Un peu honteux. Elle est un Ouais, peu il honteuse y a un face à lui. fossé qui s'est créé entre les deux. Euh, Comme si Kafka l'avait vraiment déçu, en fait, maintenant qu'il n'existait plus. Il n'a pas Et là, tenu pour le sa coup, on a un peu de promesse. peine. On a Eh un peu oui, de peine pour bah oui. au Japon, c'est important la promesse. Mais on a de la peine pour Kafka à ce moment-là, alors qu'il a quand même de sauver Reno. Enfin, Reno le sauve aussi juste derrière, mais voilà. Autant depuis le début, c'est pas de la peine qu'on a pour lui, parce qu'on voit bien qu'il maîtrise son taf. Là, pour le coup, on dit que c'est un peu injuste pour ce personnage-là, qui est blessé, qui a sauvé son collègue et qui est juste ignoré par son ami d'enfance. On passe à la scène suivante où on arrive à l'hôpital, où les deux personnages récupèrent de leur mésaventure. Et là, il va se passer la scène clé qui fait que le manga n'existerait pas sinon. Hein. Vous vous rendez compte, si jamais ça marche pas, bah, en fait, il n'y a pas de manga. Donc, il y a une sorte de mini kaiju, je ne sais pas comment on peut l'appeler, s'il a un nom ou pas, mais en tout cas, je n'ai pas vu son nom, avec une sorte de radar qui fait trouver et fonce sur Kafka, rentre dans sa bouche, donc il absorbe, en fait, Kafka absorbe le kaiju, et la seconde d'après, il se transforme en un kaiju humanoïde hyper badass. La transformation est très très cool. Moi j'aime beaucoup avec le fond où c'est en plus pendant la pleine lune. Petit parallèle de la transformation pendant la pleine lune. Voilà, c'est une petite ref. Il se transforme en monstre à la pleine lune. Bon, ce sera pas ça le ressort hein, de la transformation, mais je trouvais que la petite iconographie est quand même très très cool. Et donc il se retrouve nez à nez en fait avec Renault et sauf que en fait là ça on repart sur un petit gag qui démystifie un peu le truc où il lui dit non mais Ishigawa c'est moi je te dis et puis voilà et le chapitre 1 se termine là-dessus avec la fuite des deux protagonistes de l'hôpital parce qu'on va dire qu'il peut lui arriver quelques petits problèmes si jamais on le voit en kaiju. Val, qu'est-ce que t'as à dire sur cette dernière scène? Eh ben écoute, je t'avoue que l'idée du kaiju qui rentre dans la bouche, enfin, de l'espèce de bête qui rentre dans la bouche qui lui amène sa transformation. Sur le moment, moi, j'ai pas trop kiffé quoi. J'ai pas été emballé par ça. Ouais, ben, je suis désolé, je suis un rabat-joie. Insultez-moi dans les commentaires. Non, mais c'est vrai que j'ai pas trop kiffé parce que je trouve pas ça hyper original, alors que tout le reste était quand même plutôt original sur le début du chapitre, pardon. Maintenant, étant donné qu'on a cette bulle qui nous dit que la bestiole a dit trouver quand elle a vu Kafka, il va y avoir quelque chose, on va nous l'expliquer plus tard, pourquoi cette bête-là a trouvé Kafka et rentré en lui comment dire, la parasité. Là, ça amènera peut-être de l'intérêt, mais c'est vrai que sur le premier chapitre, ouais, sur le coup, j'étais pas fan. Et puis après, bon, en réfléchissant, en relisant un petit peu ce passage-là, je me suis dit bon, ça peut amener du bon pour la suite. Après, ben, clairement, ouais, la transformation, elle est badass.
Le chara-design de Kafka en kaiju, je sais pas si on peut dire que c'est un kaiju, moi j'aurais pas appelé ça un kaiju perso, mais en monstre quoi, je la trouve folle, elle est magnifique, il a un super design, et puis Ça ferait une belle figurine. ouais, ça ferait une très belle figurine, clairement, ouais. Je pense il va y avoir des jolis trucs plus tard. Et puis on revient un peu, et ça m'a beaucoup plu, sur le ton humoristique que va prendre le manga et que va prendre le récit avec ponctuellement des petits moments un peu drôles. Et je trouve que l'humour est vachement bien dosé et de bon augure à chaque fois. Et ça fait plaisir, quoi. Donc voilà. J'ai vraiment kiffé ce passage-là, malgré mes petites réticences sur le départ. En nuance, en nuance. Vidoc? Ouais, moi ça m'a un peu dérangé aussi ce passage avec ce mini kaiju là. Ce qui m'a le plus dérangé, et qui m'a dérangé pendant tout le tome 1, et j'avoue sur les autres aussi, c'est la vitesse de transformation. C'est-à-dire que je j'arrive pas à Mais vous comprendre êtes comment un jamais humain peut content, se les gars. transformer en Jamais kaiju. content. Oh là là. Il se transforme en fait en kaiju, mais visiblement quasiment en instantané. Et je me pose toujours la question des vêtements. Parce qu'à un moment donné, il devient tellement énorme que je me dis, bah, il a explosé les vêtements. Et on verra à d'autres endroits plus tard dans le tome que il peut se transformer sans exploser les vêtements. Enfin, les vêtements disparaissent et hop, réapparaissent quand il redevient humain. Voilà, ça, c'est le genre de détail qui, moi, m'a sorti du truc. Et je Ah suis ouais. encore. Et j'ai beau avoir lu tous les autres tomes aussi qui sont sortis au Japon, bah, je suis encore bloqué là-dessus, quoi. Mais D'accord. après, oui, côté badass, oui, oui, mais en fait, on le voit pas souvent badass. C'est-à-dire que C'est là, vrai. rien que déjà dans ce premier chapitre, il est badass sur une, et dès la deuxième, en fait, il est en gros plan avec un air ahuri quand il découvre en fait son visage. Et en fait, voilà, le ton est donné, c'est-à-dire que oui, en soi, il sera badass sur certaines vignettes, mais direct, on sait que ça va être très drôle parce que Kafka a gardé toute sa mentalité Le et contrôle de son qu'on corps, ouais. va très certainement, Ouais. ouais, on va bien rigoler là-dessus parce que ça va créer des scènes étranges. Et d'ailleurs, nous, on s'arrête au premier chapitre, mais dans le deuxième chapitre, c'est blindé de situations cocasses comme ça Totalement, où ouais. il découvre un peu sa nouvelle situation. Et non, mais c'est bien. Après, moi, de ce que j'avais lu sur l'auteur, justement, il était plutôt spécialisé dans l'humour. Donc, euh, donc ça me choque pas qu'il y en ait autant dès ce premier chapitre. Au contraire, il y en a presque trop par rapport à ce que je m'attendais moi du manga. Je m'attendais à un truc plus sérieux. Ok. Mais finalement, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'au fur et à mesure que ça avance, c'est même très agréable que Kafka soit finalement parce que forcément, il va rentrer enfin, on l'a vu, il avait le groupe des nettoyeurs, il va rentrer dans des groupes, il y aura plein d'autres personnages qui vont graviter autour. Et c'est lui l'élément comique, en fait. Alors que d'habitude, c'est pas forcément le héros, l'élément comique. Ça, Il y en a C'est toujours un là-dessus. ça autour. Je ressemble, donne de l'eau à notre moulin. ça ressemble drôlement, Vas-y, Val. ça ressemble drôlement à un manga dont on a parlé bizarrement. Vas-y, va au bout de ta Bah, réflexion. One Punch Man, c'est un peu ça aussi, hein. Ouais, clairement. C'est là-dessus que je trouve que c'est. On n'est pas forcément trop dans du shonen. C'est un des éléments qui fait que je trouve que ça casse un peu les codes du shonen. Mais voilà. Moi, je vais juste rapidement pareil. Comme ça, on va pouvoir conclure et avancer sur le côté description. Moi, je suis pas pour le coup, je suis complètement bon public, peut-être, je sais pas. Mais moi, je trouve que c'est vraiment le climax du chapitre 1 et c'est un vrai bon climax. Qui permet vraiment de clôturer le truc, le premier chapitre, et de façon hyper badass. Moi, je trouve que le design du personnage, il est juste ouf. Et moi, ça m'a clairement hypé, en fait, pour lire la suite, quoi. Vraiment, vraiment. Et Alors moi, moi, pas du tout, hein. Le vrai climax, c'est la fin du tome 1. alors, On parle oui, du oui, premier je suis d'accord chapitre. avec toi, mais si tu veux, voilà, pour faire un petit truc disclaimer, j'ai commencé déjà par lire les scans, parce que c'était pas sorti en France, et j'ai vu qu'il y avait ce phénomène qui était en train de monter, et c'est pour ça que d'ailleurs, en off, je vous ai un peu hypé pour dire, faut vraiment qu'on parle de Kaiju, parce que pour moi, c'est la future méga bombe, et voilà, on est tous les trois au même niveau, on a lu les trois premiers tomes, mais après derrière, on va les racheter en manga papier parce que c'est vraiment une super série et elle mérite de fonctionner. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était
une vraie bonne clôture de premier chapitre qui donne vraiment envie de voir la suite. Je rebondis rapidement, je fais rapidement un avis général et je vous inviterai à en faire de même. Et après, si vous voulez bien, on passera sur le décryptage. Moi, je trouve que ça reste quand même un premier chapitre assez classique, hein, qui pose vraiment les enjeux du manga. Pour rappel, on aime bien le dire, il fait quand même 55 pages, donc ça reste un premier chapitre qui prend son temps de poser ses personnages et de poser une ambiance, et ça, c'est clair qu'elle y est. Donc, pour faire court, c'est un premier chapitre très classique, mais je trouve qu'il est d'une efficacité redoutable. On s'ennuie pas, et c'est vraiment super. À toi, Val. Ouais, totalement pareil, je te rejoins totalement. Hyper efficace, plaisant. Je pense que quand on ressort de ce premier chapitre-là, on a clairement envie de lire la suite et de lire le premier tome. Et très sincèrement, quand on finit le premier tome, on a envie d'avoir la suite aussi. Donc pour moi, ça va être un futur hit, un futur tube de l'industrie, j'espère. En tout cas, il donne tout au niveau de la communication, comme on en a parlé, pour en faire un tube. Et clairement, on n'est pas déçu. Si on aime l'originalité, si on aime un peu les touches d'humour, même beaucoup les touches d'humour et tout ça, et qu'on aime la baston, les scènes un peu épiques de grands combats et tout ça, on va être servi, donc c'est top. Moi, je vous rejoins pas sur le côté. Il prend son temps. Je trouve que ça va très très vite. Et d'ailleurs, ça va être une constante, hein. Enfin, là, tous les tomes qui sont sortis, même au Japon, on voit, mais ça va à une vitesse. L'auteur s'arrête jamais pour raconter grand-chose. Enfin, il lui raconte pendant les combats. Donc, il y a sans arrêt des combats. Il y a tout le temps des combats. Même quand on croit qu'il se pose quelque temps, eh ben, il y a une attaque surprise. Il se passe toujours quelque chose. Ça carbure. Là, on le voit. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la transformation dès le départ. Je m'attendais plutôt que la transformation arrive en fin de tome. Et en fait, non, il nous explique tout de suite la situation, les personnages, le métier de Kafka. On le voit en 4 pages. Ça y est, on a tout compris. Euh, Vraiment, ouais. Alors, par contre, c'était Val qui parlait d'efficacité. Là, ouais, c'est extrêmement efficace. Ça va très très vite. Alors après, moi, ça me plaît, mais je trouve pas ça original, je trouve. Alors après, Vidoc, pour préciser le propos, quand je dis que ça prend son temps, je suis d'accord avec toi que le rythme est haletant, mais quand je dis ça prend son temps, c'est quand même que ça prend son temps de le faire sur une cinquantaine de pages, le premier chapitre. Et si tu veux, on a connu des mangas, on t'en parlait tout à l'heure, Val, de One Punch Man. One Punch Man est ultra court au niveau du premier chapitre. De mémoire, je crois qu'il faisait une vingtaine de pages, un truc comme ça, moins de 30 pages. Il me semble, ouais. Et c'est dans ce sens-là que je dis que le manga prend son temps parce qu'on a quand même, pour un premier chapitre, il y a quand même pas mal de choses à lire. Mais oui, le rythme est haletant, hein, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, il y a ça. Et par contre, je trouve que c'est très typique. Vraiment, alors, on a un côté sympa du personnage qui a 32 ans et que du coup, c'est un peu ça pour le coup. Faut avouer que c'est original pour le shonen. Par contre, tout ce qui gravite autour est quand même très classique shonen. On sent qu'il va y avoir, enfin, dès qu'il y a sa transformation, mais même un peu avant, puisque on comprend très vite que c'est lui le héros. On sent qu'il va y avoir une montée en puissance puisque il y a Mina qui est inaccessible puisqu'elle est commandante des forces Elle est tout en haut. anti-kaiju et lui il est tout en bas, donc on se doute bien que forcément on est dans un shonen, forcément à un moment donné il va atteindre son niveau, on sait pas quand, mais ça va forcément arriver. Ou si ça arrive pas, là ça sera original. Mais voilà, on a le sidekick à côté qui est là, qui lui rappelle que il peut encore participer aux examens. Voilà. Pour le moment, c'est du très classique et même sur tout le tome, ça restera dans cette voie-là. Mais efficace. Tu vas garder la main, Vidoc. On va rentrer un peu plus dans le détail sur la partie décryptage de l'œuvre. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur le côté esthétique du manga, le dessin? Est-ce que tu avais noté des petites choses en complément de ce qu'on vient de dire? J'avais noté ce qu'on avait commencé à aborder tout à l'heure, des personnages très classiques. C'est-à-dire que Dans le design, tu veux l'auteur dire? ouais, dans le design, l'auteur s'embarrasse pas à essayer de créer des personnages très originaux. Au contraire, ils sont tous très classiques. Et c'est-à-dire tous les personnages pourraient être en fait
être des personnages secondaires de séries connues. Euh, à aucun moment on se dit, lui c'est le héros, lui ça va être le grand antagoniste ou rival. Non, et puis à un moment donné même, on va nous présenter plusieurs personnages secondaires, mais pareil, c'est cliché comme c'est pas permis. Oui. Mais c'est Ah pas oui, grave oui. parce qu'on leur donne des noms, on leur donne des capacités, on va les voir revenir petit à petit et finalement on s'y attache quand même. Mais à part un ou deux personnages qui sortent un peu du lot, globalement c'est très classique. Le trait est plutôt fin. Les paysages en fait sont assez sympas, je trouve. Ah, On ils nous sont décrit souvent ultra la travaillés, ville. les paysages. Moi, je trouve que Ouais, bah ils se surtout sont que appliqués à faire des super paysages pour mieux les détruire derrière. ouais, c'est ça, c'est voilà, parce qu'ils sont très souvent détruits. Ah Et ouais. surtout ça, les kaiju en fait sont très détaillés Ah oui. aussi. Je trouve que voilà, c'est ça en fait. Euh, Il y a et pour ça, on le verra de rebondir plus en plus d'ailleurs. rapidement sur ce que tu dis, c'est que c'est clairement, les personnages sont très banals dans leur design, mais par contre, il y a un soin vachement hyper ouf qui est apporté au design des kaijus, au design du décor. Tu voulais rajouter quelque chose, toi, Val, là-dessus? Non, tout simplement que, étant donné que moi j'ai lu uniquement le premier tome, j'ai pas vu encore de kaiju qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont fait penser à ça, à ce que vous étiez en train de dire. C'est pour ça que j'ai réagi un petit peu en étant Je du, croyais que tu du- levais la main. dubitatif. Non, pas de souci, t'inquiète pas. Non, mais en tout cas, ouais, je te rejoins, Vidoc, là-dessus, parce que c'est clairement, moi, ça me fait penser aussi un petit peu, tu sais, si on peut faire un parallèle avec le design des décors qu'il peut y avoir dans les films de kaiju. On sent qu'en fait le gros du budget il passait en fait dans les décors et le costume du kaiju et qui prenait un malin plaisir à détruire ce qu'il venait de faire et qui était normalement ce qui était censé être le truc qui apparaissait le plus à l'écran quoi. Donc je Mm. trouve que c'est une forme un peu dommage aussi de vraiment appuyer le dessin du kaiju et des décors parce que je trouve que c'est ultra détaillé quand même, hein. Ouais, bah, alors quand il y a que les humains, pas des masses. Mais dès que tu as un kaiju, l'auteur fait Ouais, sur l'effort du plan large, de hein. mettre un décor. Sur du plan large, ouais, tout à fait. Bah, je te rejoins complètement sur le dessin. Moi, je rapporterais juste un petit truc. Je trouve qu'il y a vraiment une ligne assez claire en fait dans le dessin. Et je trouve c'est quand même vachement épuré en fait. Il n'y a pas trop de fioritures dans le détail. C'est vraiment très simple et c'est efficace en fait. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose toi, sur le dessin, Val? Non, ben clairement, tu viens de dire exactement ce à quoi je pensais. Je trouve que le dessin est en adéquation un peu avec le ton du manga, assez clair. On pourrait, comme l'a dit Vic Doc un peu plus tôt, s'attendre à quelque chose de plus sombre et donc avoir un trait et un ancrage plus dark, entre guillemets. Mais en fait, c'est plutôt clair et en fait, c'est assez agréable. Je trouve ça colle plutôt bien parce que ben, on a envie de voir les détails, comme vous avez dit. On a envie de s'immerger un peu dans ce truc-là. Et je trouve que le fait que ça soit un peu plus clair, que les personnages, mine de rien, le Kara design est quand même assez hyper classique hein, pour le genre. Franchement, il a pas inventé le dessin de personnage de manga, hein, ce mangaka. Mais il a quand même sa patte, je trouve. Et il a sa manière un peu de dessiner et c'est pas mal. Donc moi, ça m'a plu. J'ai pas trouvé ça moche, mais j'ai pas trouvé ça non plus incroyable. Maintenant, je pense que, étant donné que moi j'ai pas encore lu les tomes suivants, je pense que je serais peut-être sûrement surpris sur le design des kaijus peut-être plus tard. Voilà, Ils sont très cool. Ils sont très cool. super. Après, il y a un élément moi, Ouais, qui j'aurais pas m'a dit ça, moi. Moi, sans spoiler, j'aurais pas dit que ils étaient très cool, les kaijus suivants. Par contre, la mise en scène est très très cool. Les kaijus sont pas forcément ouf. Enfin, un peu comme le premier qu'on a vu, hein, il était pas fou non plus dès la J'ai première envie de dire, page. c'est très subjectif là-dessus. Ça peut matière à débat. Moi, je les Ouais, trouve mais par qu'ils contre, ont un design la sympa. mise en scène est incroyable. Clairement, il y a des vignettes qui sont fabuleuses. Là, déjà, dans ce premier tome, il y en a, là tout de suite, j'en ai deux en tête. Plan large sur le personnage avec un. Il y en a une où ça se passe sous la pluie, alors ça fait toujours son petit effet. Et la toute dernière qui nous dit juste, mais il faut acheter le tome 2 au mois de décembre, qui est fabuleuse. Donc ouais, et des scènes comme ça, on en retrouve très vite dans les tomes suivants aussi. Mais en fait, je pense que le découpage du manga y est pour beaucoup.
Je pense que Oui. l'auteur, pour rythmer son dessin, pour mettre en valeur son dessin, il a fait preuve d'un certain minimalisme dans le découpage des cases. J'ai compté, en fait, ne serait-ce dans le premier chapitre, on dépasse pas 5 cases par page. On a même des pages où il n'y a que 2 cases. Et je trouve qu'en fait, ça permet de faire la part belle au dessin, qui est pour moi, je trouve vraiment super. Et ça permet aussi de rythmer vraiment bien le manga. Donc ça va assez vite à lire parce que c'est hyper espacé, c'est hyper éclairé. Ça laisse vraiment, ça permet vraiment de faire des plans vraiment iconiques. Et tout ça, ça permet d'appuyer le scénario, enfin le récit, la construction du récit. Et je trouve que tout ça, ça met en valeur en fait, c'est vraiment un dessin, on le dit souvent, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, si un dessin n'est pas au service du scénario et inversement, il y a quelque chose qui marche pas. Je me souviendrai toujours d'un auteur de BD qui me racontait que si on a des difficultés à lire une BD ou un manga ou qu'on a du mal à comprendre la cohérence entre les cases, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de construction dans l'enchaînement des cases et de construction logique. Donc ça, aujourd'hui, je trouve là, il n'y a pas ce problème-là avec Kaiju parce que tout s'enchaîne super bien, tout est clair et voilà, tout est bien goupillé, tout s'enchaîne bien. Et ça, je trouve que c'est vraiment une grosse force du manga. Et on le voit assez peu, hein, quand même, je trouve, d'avoir ces grandes cases bien aérées, bien espacées, qui font vraiment la part belle au dessin. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, là-dessus, mais moi, je trouve que c'est vraiment une énorme force du manga là-dessus. Val, peut-être? Clairement, ouais, ouais. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus que ce que tu viens de dire. C'est clairement une force du manga de ce point de vue-là, ouais. Mais on en a régulièrement, ouais, des vignettes qui font la page entière. Dans chaque chapitre, on en a au moins une ou deux. Mais c'est pas plus mal parce que ça met à chaque fois en avant un personnage, une situation un peu emblématique du manga. Donc, bah, il y a des moments évidemment où la frontière entre le kaiju et l'homme va être mince et en fait ça crée de très très belles vignettes. C'est clair, et je trouve que tu le disais tout à l'heure, l'auteur a tendance des fois à donner l'impression que les persos sont peut-être un peu secondaires, mais tu l'as dit tout à l'heure, et je trouve que on s'y attache en fait rapidement, même si le rythme va vite, même si il passe pas 3 heures à nous parler du personnage, de ses origines, il y a quelque chose d'assez magique, je trouve, là-dedans, qui fait que ça rend en fait toute cette histoire, moi je la trouve, pour moi j'ai accroché. Vraiment à fond dedans et je trouve que ça reste très classique, hein, on le dit, hein, on le rappelle, mais il y a quelque chose de vraiment efficace en fait dans la narration, dans la façon d'écrire les personnages, d'assez assez rafraîchissant aussi, hein. Tu serais peut-être pas d'accord avec moi, mais je trouve que c'est pas tous les jours qu'on a un héros qui est considéré un peu comme vieux dans l'univers des mangas, parce que on a souvent des plus jeunes, et je trouve que direct en fait de faire fonctionner le binôme, parce qu'en fait on va vraiment rester sur ce binôme, alors peut-être que ça va évoluer après, mais je trouve qu'ils sont assez indissociables, hein, tous les deux, en fait, Kafka et Reno. Je trouve qu'on peut pas les séparer parce qu'ils fonctionnent ensemble. Et c'est ça que je trouve qui fait que je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on a un truc sur les kaijus, donc je trouve que c'est très bien dans un manga de faire la part belle au kaiju, qui est, ouais, en tout cas, un univers que j'aime beaucoup, en tout cas. Mais il y a pas que avec Reno parce qu'en fait il va y avoir plusieurs binômes qui vont se créer. Enfin, Kafka va se mettre en binôme avec plein de personnages de manière séquentielle. C'est-à-dire qu'en effet, au début, il est avec Reno. Des événements. Enfin, déjà, il y a dans le tome 1, il y a un autre personnage qui s'appelle Kikoru qui va être très présent. Dans les tomes suivants, il va y avoir, en tout cas dans la narration, un binôme Kafka avec un autre personnage pendant un bon moment aussi, où ils vont échanger énormément dessus. Donc les binômes changent au fur et à mesure. Il y a des événements qui vont faire aussi que bah, Kafka va devoir former un autre binôme plus tard. Et, parce que tout va très très vite. Il se passe énormément de choses. Enfin, en 3-4 tomes au Japon, là, c'est assez impressionnant tout ce qui survient. Et on a l'impression que voilà, c'est quelque chose que l'auteur met en avant, d'avoir toujours deux personnages au centre d'une intrigue, avec tout Oui. un groupe qui gravite autour. Mais c'est pas plus mal, hein, ça ajoute du dynamisme. Et alors, petite question comme ça au passage qui me vient. Allez, petit pronostic. On va commencer par toi, Val. Tu penses que ça va se conclure? Allez, combien de tomes?
Parce qu'on est au début, donc on peut s'amuser un peu à demander combien de tomes il va y avoir. Justement, j'étais en train de me poser la question là. Moi, j'imaginerais que ça se terminerait en, je sais pas, 13 tomes, quelque chose comme ça. Ok. J'aimerais que ça se finisse en voyant en voyant que ça aille aussi vite. Je me dis que ça va se terminer vite. Et donc, du coup, je les vois bien finir en 13 tomes. Ça peut. Moi, je mettrais une pièce entre 13 et 20, quoi. Autour de la vingtaine, peut-être, si ça fonctionne bien. Parce que voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. On peut nous faire une Masashi Kishimoto et tirer le récit à n'en plus finir. Donc, voilà, Ouais, on avait quand même quelques pistes pour Naruto, puisque pour ceux qui n'ont pas deviné, tu parlais de Naruto. c'est ça. Il y avait quand même quelques pistes quand il nous commençait à nous dresser l'univers dans les premiers tomes que ça n'allait pas durer 20 tomes. Ah oui. Bref, Vidoc, ton point de vue là-dessus? Bah, je suis totalement d'accord. Je Ouais. dirais pas plus de 20. Pas plus de 20 et voilà, moi je pense entre 10 et 15 si ça va aussi vite. Après l'univers encore, on voit il en a sous le pied, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc potentiellement, ouais, moi je dis jusqu'à une vingtaine. Mais faudrait vraiment qu'il y ait du gros twist pour Oui. que ça soit une série très longue. Parce que l'auteur va tellement vite que s'il garde ce rythme-là, déjà s'il le baisse, je pense que ça serait peut-être déjà les fans vont moins apprécier. C'est-à-dire que si on a là clairement sur les premiers tomes, on est habitué à ça, ça ferait bizarre s'il change de rythme. Donc s'il garde ce rythme avec la narration qu'il a, euh, à part s'il nous crée un univers gigantesque qu'on soupçonne pas, mais voilà. Voilà, je vois bien une quinzaine de tomes, 20 max, ça serait pas mal. Euh, ouais, ça serait bien. Et puis faut pas comment dire, qu'il succombe aux sirènes du marketing à étendre. S'il a écrit, ça j'ai rien lu là-dessus, mais s'il a écrit son scénario, faut qu'il s'y tienne. Ça a l'air d'être une tendance assez générale de cette nouvelle vague de mangaka. Je pense que par le passé, c'était moins le cas parce qu'il y avait moins de choix, je pense, dans le manga, même pour le Japon, hein. Là aujourd'hui, il y a plein d'exemples en fait. The Promised Neverland, ça se termine en 20 tomes. Demon Slayer, qui est un énorme hit, on a l'impression qu'il y a 50 tomes, mais en fait il n'y en a que 23. L'attaque des Titans, Euh, L'Attaque des Titans, c'est très court aussi, c'est 33 tomes. Donc 33 ou 34? J'ai un doute. 34. 34. 34, ouais, pardon. Mais je vous rejoins là-dessus, je pense que Kaiju numéro 8, pour moi, ça fera pas plus de 20 tomes aussi. Je pense que on sera dans les 20 tomes, je pense que ça sera efficace, il n'y aura pas de gras, et c'est un truc qui va s'enfiler et qu'on pourra reprendre plaisir à relire peut-être des années plus tard, parce que ça fera que 20 tomes. Donc je vous rejoins complètement là-dessus. Bon, maintenant, on va se faire un petit peu plaisir. On va parler des petites références qu'on a pu noter dans ce manga. On va pouvoir l'étendre un peu plus. On vous garantit, il n'y aura pas de spoil hein, là-dessus. Bon, et la première référence, moi je la note parce que c'est celle qui a illustré la musique en ouverture pour parler du premier chapitre. Il y a une grosse vibe Pacific Rim. On est d'accord là-dessus quand même. On sait que l'auteur, il a vu Pacific Rim au cinéma. Bon, au travers des nettoyeurs. Enfin, en tout cas, moi je connais pas suffisamment le genre du kaiju pour savoir si c'était répandu de mettre autant en avant les nettoyeurs. Mais Je pense pas qu'il y avait de nettoyeur dans les anciens films, hein. bah, honnêtement, moi je m'avance pas là-dessus. Mais par contre, c'est vrai qu'avec Pacific Rim, on a vu ce que c'était que devoir dépecer les kaiju qui tombaient. Alors eux, ils montraient aussi du marché noir, etc. Donc c'est sûrement quelque chose qu'on verra aussi, j'imagine, dans, euh, dans le kaiju numéro 8. Mais ouais, moi ça m'a fait penser à ça tout de suite, ouais. Le fait de devoir dépecer le kaiju, Pacific Rim immédiatement. Ben, pas moi. J'avais pas le souvenir qu'il y avait des Alors, le nettoyeurs, premier mais Pacific Rim, hein. ouais, oui, oui, ouais, moi je pense au premier aussi. Le deuxième Le n'existe pas. deuxième n'existe pas, on est d'accord. Je ne l'ai pas vu. Mais le vois pas. Euh, J'ai mais pas osé. mais le premier, enfin, ça m'a pas choqué parce que pour moi, c'est plus Pacific Rim qui s'inspire ou qui magnifie un peu le genre kaiju plutôt Del que. Toro Ah étant oui, un oui, grand fan, complètement. justement. Je suis pas, enfin, ça m'a pas choqué à la première lecture vraiment. Après, c'est vrai, hein, quand on y repense, ouais, il y a de ça, mais c'est pas ce qui m'a le plus choqué perso. Voilà.
Non, c'était pour attirer votre attention, étant donné que je pense il s'est pas inspiré à 100% de Non, Pacific non, Rim. non, non. Mais Mais je crois c'est. qu'il l'avait cité quelque part. J'avais lu ça sur le net, que D'accord. l'auteur avait cité Pacific Ah, c'est Rim. cool. Ça a tellement été un monument, je pense que ça a cartonné au box-office, je pense que on ne peut pas ne pas l'avoir vu. Je pense Del Toro a complètement modernisé le genre kaiju avec Pacific Rim, mais Bah, clairement, il l'a je pense rendu grand que public en fait. exactement. Matsumoto, de toute façon, il baigne dans cette culture-là depuis qu'il est enfant. Le kaiju, c'est quelque chose d'assez commun au Japon. Après, je trouve il a réussi à faire un savant mélange en fait entre du Évangélion et justement l'univers kaiju. Alors, on n'a pas les gros mechas comme peut y avoir sur Pacific Rim ou Évangélion ou Evangelion. Je sais pas comment il faut le dire. Enfin, mais euh, Evangelion. Evangelion. En fait, il a trouvé un nouveau stratagème pour arriver à trouver un moyen de combattre les kaiju. Bon, c'est un tout petit spoil, mais vous verrez que l'unité, en fait, ils ont des combinaisons spéciales qui leur permet en fait d'être à la hauteur, d'être au même niveau que les kaiju pour les combattre. Et c'est vrai que ça vient remplacer en fait les énormes mechas qui défoncent autant la ville que les kaiju. Et je trouve que c'est assez cool en fait d'avoir ce système de combinaison qui vient les power-up et puis les rendre au même niveau que les kaiju. Ah, mais les références à Evangelion, moi je les voyais pas du tout côté mecha. Moi je les vois plutôt côté kaiju, puisque Evangelion, c'est quand même des anges qu'on numérote et qui arrivent sur Oui, C'est Terre. ça. c'est Et, vrai. et là, on a le kaiju numéro 8, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, les gros kaiju, les kaiju qui présentent une très grande force, donc en fait, euh, les forces de défense détectent, alors ça, ils nous l'ont pas encore expliqué, la force des kaiju, et donc les notes, et donc les plus forts possèdent une numérotation. Et d'où le fait que bah, notre héros va être le kaiju numéro 8, mais sans spoil, hein. Sans spoil, comme ils sont numérotés, c'est-à-dire qu'avant lui, donc avant le tome 1, il y en a eu 7, donc on va très certainement découvrir via des flashbacks plus tard, et très certainement qu'il va y en avoir d'autres. Il va y avoir un 9, il va y avoir un 10, etc. Donc Suspense. voilà, c'est là où on se dit, enfin moi je vois de l'évangélion, c'est-à-dire que on a comme ça les numéros, les gros kaiju qui étaient les anges côté évangélion, numérotés, qui viennent, et qui eux par contre posent de sacrés problèmes aux humains. Ouais. C'est un peu l'élite des kaiju, quoi. Ouais, c'est ça d'ailleurs, ils en parlent à un moment donné, enfin ils donnent, il y a les kaiju, il y a les méga kaiju, et Ah ouais. voilà, Il y a même certains, sans trop spoiler, qui ont une forme, j'en dirai pas plus, mais qui ont une forme d'intelligence. Qui bah, fait que on le ça. sait en fait dès ce Dans premier le chapitre, même puisque premier tome, hein, celui qui rentre, bah oui, celui qui rentre dans Oui, la bouche en fait parle. de Kafka et qui le transforme parle. Ouais. Il oui, dit le mot trouvé, c'est ça qui est choquant en fait aussi. C'est c'est que ça. pour nous, le kaiju c'est un gros monstre. Et là Et ça parle pas. sur celle-ci, il parle. Et Oui. puis bah pareil, dès le tome 1, on va voir que ce n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire qu'il en existe d'autres. Mais sans que le tome et même les tomes suivants nous expliquent cela. On est encore en phase de découverte, et malgré le fait que la narration va très très vite. Elle nous présente sans arrêt de nouveaux éléments sur les kaiju, sur les humains. On apprend petit à petit ce qui s'est passé aussi les 50 dernières années, hein, parce que c'est quelque chose sur lequel on se pose beaucoup de questions dans ce tome 1, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant pour que les humains maîtrisent autant Le sujet, ouais. l'anti-kaiju. Il y a d'ailleurs un sacré background qui fait que ils ont une telle C'est ça. connaissance des kaiju. Petite question, une petite aparté, c'est pour tester un peu votre culture. On a parlé tout à l'heure Proche du néant. proche du néant, ouais. Non, mais simplement, est-ce que, alors, mis à part ceux qu'on a cités tout à l'heure, là, donc c'est Universal qui a mis en avant le Monster Universe, est-ce que vous aviez déjà vu d'autres films de kaiju avant de lire ce manga-là ou pas du tout? Ah, moi non. Alors après, Même j'ai pas vu le des Godzilla de extraits. Roland Emmerich? Si, ouais, quand Ah même. si, ah non mais finalement, si, Euh, évidemment Jean Reno. avec Ça le a très mal chewing-gum de Jean vieilli, hein. Reno. Jean Reno Ah ouais. hélicoptère, on s'en souvient tous. C'est ma première rencontre avec les kaiju, je pense, comme beaucoup de monde. Mais à l'époque, Ouais, j'avais bien aimé bah quand j'étais pareil. jeune, mais en le revoyant, c'est irregardable. Oui, j'avais adoré Jeune aussi, mais je l'avais déjà regardé Ça a 5-6 très ans mal après. vieilli. Déjà,
Ouais, le coup du chewing-gum, c'est assez horrible. Il n'y a Et, pas que ça. non, il n'y a pas que ça, non. Mais ouais, en fait, j'ai vu pas mal d'extraits, de longs extraits de films de kaiju, mais j'en ai jamais vu en entier, à part des gros blockbusters qui sont sortis, donc le Monster Universe, les Pacific Rim. Bah, à un moment donné, on peut pas s'intéresser à Le tout. Kong, il y Non, a, c'est il y a- il y compliqué. a le T'as King déjà Kong beaucoup de de choses. Peter Jackson aussi, hein, qui, Qui est très bien, que j'aime qui, beaucoup, moi, qui, c'est Oui, celui-là. en soi, c'en est qui un. rentre dans le, Oui, dans le truc, hein, et le Kong de Jackson, attention, hein. Ah, bah, dans ce cas-là, il y a eu Rampage, qui est Ouais, l'adaptation ben oui. d'un jeu Ouais, vidéo, Rampage aussi, ça rentre dans le truc, hein. avec des gros monstres. Mais bon, on est quand même loin de l'image du kaiju. Avec The Rock. Ah, ça peut. Ouais, En vrai, ouais, c'était ça peut être mignon. des kaijus, hein. Et On les considérer comme des j'étais un peu kaijus. déçu, Oui. moi, pour celui-là. Je m'attendais à beaucoup mieux, en fait. Je m'attendais à beaucoup plus de fun, et il m'a quand même globalement assez déçu, The Rampage. Je sais Ah ouais, t'as il a été une déçu certaine d'un estime. film adapté d'un jeu vidéo où t'incarnes Ouais, ouais. des gros monstres qui tapent sur des bâtiments. Tu t'es dit, tiens, ils vont nous faire une adaptation incroyable. Ah bah oui. On n'en croyait pas nos yeux. Bah non, non, non. C'est ça. Ça piquait. Et ben moi, juste pour boucler la boucle là-dessus, moi j'ai revu, alors avant que Kaiju sorte, j'ai retrouvé parce qu'il est dispo, il a été à un moment dispo gratuitement sur une plateforme dont le nom m'échappe. Je suis retombé sur le film, donc si je dis pas de bêtises, de 55, le premier Godzilla qui est sorti. Et que je vous encourage à voir parce que bon, il est en noir et blanc, ça peut être difficile à regarder, mais il y a un vrai propos derrière. Tu parlais tout à l'heure, Vidoc, pardon. Tu parlais, Vidoc, tout à l'heure, du fait du poids politique comment dire, de ces films-là. C'est un film qui se passe 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. On sait que le Japon a été frappé par la bombe atomique. Et je trouve que eh ben, c'est vraiment un film hyper intéressant qui est même proche un peu du film d'horreur, un peu, parce que c'est vraiment... Godzilla est vraiment présenté comme une bête menaçante. Et on sent que le Japon sort d'un héritage et d'un poids Un historique, traumatisme. d'un traumatisme aux épaules. Et je trouve on ressent un petit peu ça en fait. On est un peu sur le côté un peu dépressif, un peu au début du manga de Kaiju Number 8. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un passif, on sait qu'il y a des choses qui se sont passées par le passé, mais il y a un traumatisme qui est présent. Mais ça y est, ils s'y sont habitués, ils se sont acclimatés. Et c'est comme si ça se passait. Allez, je dis pas une connerie, 50 ans après ou 60 ans après l'apparition du premier monstre sur Terre, enfin au Japon, et que là ils sont entrés dans une forme de routine, et je trouve qu'on sent vraiment aussi beaucoup l'impact de Godzilla dans Kaiju Number 8. Ouais. Après, juste une précision, parce qu'on l'a pas dit. Ça se passe au Japon. Le manga est très centré Japon, mais dès la première page, il nous dit bien que le Japon, en fait, accueille beaucoup de kaiju, mais c'est juste l'endroit où il y en a le plus. Ça veut pas Oui, dire qu'il n'y en a pas dans le reste du monde. Donc oui, c'est il y aura aussi une peut-être des piste passages pour ailleurs. étendre le manga. Voilà. Oui, tout à fait. Clairement, ouais. On va terminer sur une dernière référence, et là je vais prendre une voix plus radiophonique. Ne tentez pas de régler votre fréquence. Nous sommes passés maintenant sur l'instant France Culture du podcast. Et là, je vais vous poser une petite question, les amis, qui a été un petit peu initiée sur l'instant philosophique de notre ami Val en début d'émission. N'y voyez-vous pas non plus une référence à La Métamorphose de Kafka, justement, le livre qu'on a tous étudié au collège, parce que le personnage s'appelle Kafka et on a la métamorphose. Vidoc-san, voudrais-tu nous parler de ce que tu penses cette référence à la métamorphose? Non, non, alors le livre, il est loin. Hein, je l'ai On a pas relu perdu pour Val. l'occasion. Waouh. Mais non, mais bah oui, après, je sais pas si ça va décrire toute l'évolution du manga ou pas. Après, c'est un clin d'œil sympa pour l'instant. Est-ce que la vie de Kafka et Bino va être d'être rejeté de tout le monde et Et est-ce qu'il va connaître pendant le reste. la même fin que Ouais, le personnage est-ce dans qu'il le va livre connaître La la même fin Métamorphose? que. Et me dites pas, hein, parce que moi je l'ai pas lu, hein, la métamorphose de Kafka, hein. Moi j'y connais rien à ça, j'ai pas étudié à l'école. Tu peux y aller, c'est court. Tu peux aller le lire, il est assez court. Alors ouais, on l'a lu au collège, donc ça remonte il y a maintenant
Ouais, ça 20, s'étudie plus de plus au 20 ans. collège, hein. Moi, déjà, ça s'étudiait pas chez moi, hein. Nous, on l'a étudié au collège, et La Métamorphose Kafka, c'est donc Kafka, c'est l'auteur, La Métamorphose, c'est le titre de son roman, c'est comme disait Vidocq, c'est très court. Ça a aussi la particularité d'être assez chaud à lire, je trouve, pour des collégiens. Moi, j'en garde pas un souvenir très positif de la lecture de ce truc-là. J'y prends beaucoup plus de recul maintenant, puisque c'est quelque chose où on comprend un peu mieux ce qu'il peut y avoir comme chose cachée derrière. Mais moi, je vois vraiment le parallèle, en fait, puisqu'en fait, donc le personnage dans le roman, en fait, devient du jour au lendemain un cafard, hein, je crois, de mémoire, et il a tout le poids du monde qui tombe sur ses épaules. Mais c'était déjà à la base un personnage qui était le personnage dans la métamorphose, hein, le nom m'échappe, mais bref, c'était quelqu'un d'assez dépressif, hein, qui avait des soucis dans son quotidien et qui a eu cette nouvelle catastrophe qui lui est tombée sur ses épaules. Bon, c'est une métaphore, hein, on l'a tous compris, mais je trouve qu'il y a quand même un parallèle parce que ça peut être vu comme une malédiction, hein, et ça va être à plein de moments perçu comme une malédiction d'être devenu un kaiju en fait. Et je trouve que c'est une jolie petite référence de dire, voilà, il l'appelle Kafka et bon, bah, c'est peut-être un gros clin d'œil un peu forceur, mais enfin, voilà, je trouve que c'est assez rigolo, puis ça permet aux plus jeunes de se dire que Kafka, bah, c'est le nom d'un auteur qui a écrit La Métamorphose et que bah, faut, je pense, au moins l'avoir lu une fois parce que c'est une œuvre intéressante et complexe. C'est très cool. Merci, je ressors de là moins bête, parce que je j'étais pas du tout au courant de ça. Donc ça fait Ah bah, plaisir. tu vas filer le lire dès demain. Oui, bon, peut-être pas. C'était très intéressant, hein, voilà. Mais peut-être qu'on va s'en arrêter là, hein. Non, mais en tout cas, je pense que la ref est hyper bonne, ouais. Bien vu, Seb. Bah, je voulais conclure là-dessus. Bon, il y en a. Je pense que c'est quelque chose qui a été pas mal mis en avant parce que si on a un minimum lu quelques livres au collège, on a tout de suite la référence. Et je pense que c'était intéressant en tout cas d'en parler ici, et puis de le mettre en avant. Voilà, donc si tu as quelque chose à dire éventuellement, Vidocq, on ferme après la porte France Culture. Ah non, sur la métamorphose, non, rien de plus. Si ce n'est que, bah, toujours, est-ce que le livre sera prophétique parce que, Écoute, on voilà, ne dira rien son ici, on laissera les gens aller voilà. lire La Métamorphose de Kafka et de voir si la fin est Bah, la identique ou fin, et pas. puis surtout l'évolution des personnages, Tout à fait, au pluriel. au pluriel. Dernière référence, moi, que j'avais vu, enfin, ça se trouve, c'est inspiré déjà d'autres choses, mais c'est quelque chose que je lis en ce moment, donc moi, ça m'a sauté aux yeux. C'était My Hero Academia. Ok, Parce qu'en fait, euh, bah là, dans le tome 1, déjà, Kafka va avancer vers les forces anti-kaiju et il va y avoir évidemment une progression. Derrière, il y a des casernes d'entraînement oui, pour les je vois ce que nouvelles tu veux troupes, dire. etc. Et en fait, ça fait très My Hero Academia parce que ils ont des examens d'entrée avec des épreuves physiques, avec avec une grosse épreuve en fait de enfin qui implique des kaiju, sans détailler ce qui s'y passe. Mais voilà, ça m'a donné vraiment cette impression-là où ils arrivent, ils savent pas trop quelle va être l'épreuve, ils vont être notés et voilà, et comme je lis les My Hero Academia en ce moment aussi, ça m'a fait penser à ça. Alors évidemment, il doit y avoir d'autres mangas Oui, le qui, concept de l'école et de la qui ont progression, ce concept-là, évidemment. on l'a dans Naruto aussi, hein. Le début de Naruto, ils sont à l'entraînement, ils partent sur une mission qui paraît anodine, et puis boum, ils ont une Ouais, mais attaque. ça, c'est moins criant sur Naruto parce que My Hero Academia, c'est vraiment on forme des héros contre les super vilains. Et là, on forme en fait les soldats qui vont affronter les kaiju. Je trouve vraiment que voilà, ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas un mal. C'est pas un mal, c'est juste, ça m'a fait penser à ça. Ok, eh ben écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur Kaiju Number 8. On vous encourage, donc bah, vous l'avez entendu, je pense que on était quand même assez positif sur Kaiju Number 8. Et on vous encourage vivement à lire qui est pour nous un futur gros hit en puissance. Donc franchement, courez l'acheter chez votre libraire préféré et je pense que vous ne serez pas déçus. Enfin, ça reste quand même du shonen très très classique. Oui, Donc, faut avec vraiment une aimer le genre.
petite dose pour rafraîchissante quand même, Simon. je trouve. Bah, sur le kaiju et sur peut-être l'humour du personnage. Sur la situation du personnage. On clôture l'émission avec les dernières lectures de la team en mode un petit peu reco aussi, parce que c'est forcément des lectures qui ont retenu notre attention. On va commencer avec toi, Val. Qu'est-ce que tu as lu dernièrement qui était plutôt cool? Bah, j'ai récupéré les tomes Deluxe de Monster de Naoki Urasawa. Et donc, bon, Ah, je les génial. ai pas je les ai pas commencé encore, parce que je suis encore sur l'édition sur la Perfect de 20th Century Boys, donc j'attends de finir la Perfect, où il reste un tome, un ou deux tomes, je crois, à sortir, à paraître. Mais je vais commencer ça, donc j'ai hâte, tu m'en avais parlé, et ça va être hyper cool. Et après, j'ai commencé à lire Machel, de mon côté. Très sympa, Machel aussi. On aura peut-être l'occasion d'en parler un jour, peut-être. Mais en tout cas, Oui. j'aime bien un peu le truc, le délire, c'est assez sympa. Et puis voilà. Plus rapidement, alors Monster, je crois qu'on l'avait déjà pitché dans un des Ouais, épisodes. C'est un médecin qui sauve la vie en fait d'un jeune homme qui s'avère que des années plus tard va devenir le plus grand tueur en série de tous les temps. Donc sous le poids de la culpabilité, le médecin va partir à sa recherche et essayer de le raisonner. Ça part comme ça, c'est complet, je crois, en 17 tomes, il me semble, et l'édition de luxe, je trouve, rend hyper hommage au clairement. travail d'Urasawa, et il me semble que c'est disponible chez Kana, si je dis pas de bêtises. Par contre, si tu peux vite fait nous pitcher Machel, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse Machel, Ouais. vite fait de quoi ça parle. Machel, ça parle donc, c'est l'histoire de. C'est dans un monde où la magie est monnaie courante, où tout le monde est magicien. On est sur un monde qui ressemble beaucoup à Harry Potter, avec énormément de références à Harry Potter, d'ailleurs, et où les gens qui ne possèdent pas de pouvoir magique sont tués. Ou n'ont pas le droit d'exister. Et en fait, on va suivre un personnage, notre personnage principal, qui lui n'a pas de pouvoir magique, mais par contre s'entraîne depuis des années et est devenu une bête monstrueuse. Il fait de la muscu, et il mange des choux à la crème, et il est complètement pété. Et en fait, il est insensible. Et tellement il est devenu pété par son entraînement, il est devenu insensible à la magie, quoi. Et du coup, il va intégrer une école, l'école, le Poudlard de là-bas, quoi, l'école de magie, pour se faire une place et essayer bah, de, de s'intégrer, entre guillemets. C'est pas vraiment ça le but principal, mais j'en dis pas plus, on en parlera peut-être un jour. Voilà. Mais c'est hyper sympa, Ouais, Machel. on en parlera. Parce que déjà, juste le concept de Harry Potter au pays des sorciers, ça peut être très très cool d'en parler. Merci Val pour ces recos. Tu veux te lancer, Vidoc? Ouais, je peux essayer. J'ai pas lu grand-chose dernièrement. J'ai acheté beaucoup de choses, hein. J'ai acheté l'Atelier des Sorciers, Suikoden 3, Destination Terra. C'est que des mangas que je dois lire. Non, j'ai lu Demon Slayer. J'ai commencé Demon Slayer, donc j'ai Ah, pris tome 1 et 2 pour voir un peu le pourquoi de l'engouement. Euh, est-ce que tu l'as bon, compris? non, pas pour l'instant. Ouais. Sur 2 tomes, mais Tu vas mettre un peu de temps j'aime avant de bien. comprendre l'engouement. Ouais, c'est sympa. En soi, c'est sympa. Maintenant, je suis pas très fan du dessin. Euh, J'aime pas comment, en fait, j'aime pas les cheveux et, des personnages. Et du coup, ça me bloque. Mais voilà, c'est sympa. Je me dis que l'univers a un potentiel. Donc, j'ai pris les C'est deux un premiers énorme tomes. carton, hein. Pour info, Demon Slayer, Oui, oui, c'est un gros complètement. succès public. Mais c'est pour ça que je vais sûrement, enfin, je vais le continuer, hein, je trouve ça sympa. Mais, euh, mais le héros, pour le moment, je le trouve très lisse, beaucoup trop lisse d'ailleurs. Et non, ce qui m'intéresse plus, c'est sa sœur, finalement, puisque il veut la protéger. Et voilà. Je Bon, me t'en dis, as... elle est dans. Oui, pardon. Non, non, mais je voulais te dire, enfin, sans te spoiler, n'en attends pas trop de ça, puisque clairement, ça va être un peu l'image que va donner le héros principal. Ça met un petit peu de temps à s'installer. Mon Demon Slayer, moi, je l'ai terminé récemment, là.
Ça se lit assez vite. Les premiers tomes sont assez laborieux, moi je trouve. Moi j'ai du mal à rentrer dedans dans les premiers tomes et il m'a fallu une deuxième lecture en fait pour vraiment rentrer dedans et être vraiment dans le délire de l'engouement et jusqu'à la fin qui est bien mais pas ouf quoi. Voilà, faut pas s'attendre à un truc monstrueux, mais ça reste un D'accord. super manga à lire, c'est un très bon shonen. C'est vrai qu'après, on va peut-être se faire haïr, hein, mais je, je sais pas s'il mérite vraiment toute la hype et tout le succès qu'il peut y avoir en fait autour de Demon Slayer. Je pense qu'il y a des mangas qui marchent moins et qui sont peut-être qualitativement, je trouve, au-dessus de Demon Slayer. Ouais, bah en tout cas, moi, sur les deux premiers tomes, j'ai lu ça bon, plutôt avec plaisir, hein, c'est plutôt sympa, mais voilà, vraiment, ça m'a pas plus emballé que ça. Et un autre, par contre, j'ai pris, parce que c'était une série qui existe depuis un moment, et le design, je trouvais ça hyper générique. Mais il y a eu un prix découverte à 3 euros, c'est The Alexi Empire Chronicle, Ok, chez Doki Doki. Ça parle d'une guerre entre pays. Et on suit Léonat, un petit garçon bâtard, du coup, puisque il est le fils du souverain, mais sa mère décède, en fait, alors qu'il est tout petit. Il va être accueilli par sa tante, qui, elle, est la souveraine d'un tout petit pays, presque d'une région, en fait, entre deux pays adversaires. Donc elle est à la fois souveraine, elle est chef de l'armée et donc extrêmement forte, femme célibataire qui est adorée de tout son peuple parce qu'elle vit pour son peuple en fait. Elle a l'une des villes les plus prospères du pays et donc elle emmène son neveu sur les champs de bataille, mais elle lui apprend la vie en même temps, hein. Donc elle lui apprend comment la remplacer un jour. Et j'ai trouvé que ce premier tome, malgré que ça soit très générique, ça soit très... Bon, tout est attendu, hein, c'est vraiment classique dans son déroulement. On voit tout de suite les personnages qui vont devenir importants. J'ai trouvé ce premier tome assez touchant par ce personnage de sa tante, en fait. Euh, voilà, j'ai trouvé ça sympa. La fin du premier tome, un peu moins, parce que c'était quand même... je sais pas combien il y a de pages, mais ce sont des gros tomes, hein. Le premier, il est assez imposant. c'est du shonen ou Et... seinen? euh, comment est-ce qu'ils le mettent? Ils le mettent en seinen. Ok. Oui, 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 oui. Après, on sent bien que le personnage va monter en puissance. Donc, ouais, si, c'est quand même, c'est de l'heroic fantasy, c'est un peu rude. Euh, Moi, je connais, enfin, honnêtement, je connais, c'est pas. Je sais que c'est publié au Japon par Square Enix. Ok. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me parle, vu que Ouais, j'y joue ça a pas une mal. patte particulière quoi. Voilà, et ça peut être assez violent, forcément, hein. Il y a la guerre entre plusieurs pays. Il n'y a pas, il y a pas forcément beaucoup de bons sentiments d'ailleurs, parce que on découvre très très vite il y a des complots entre les nobles, etc. Donc je pense que ça va être un manga assez classique. Enfin, va être. Si ça se trouve, les auditeurs le connaissent mieux que moi, parce qu'il y a déjà pas mal de tomes de sortie, hein. Moi je l'ai pris parce que ce premier tome était à 3 euros. Mais je vais continuer. Et, voilà, ça m'a bien plu. J'ai dévoré ce premier tome, un peu moins sur la fin. C'est pour ça que j'ai un peu peur, quand même sur le tome 2 que je vais me prendre prochainement. Mais voilà, c'était un bon premier tome. Tu nous feras un débrief quand t'auras un petit peu avancé dans la lecture en tout cas. Ouais, ouais, je pense. Et puis pareil, j'ai acheté un deuxième tome, mais de Kingdom of the Ruins, dont j'avais parlé sur le podcast de Promise Neverland, dont j'attendais beaucoup du tome 2 et j'ai pas pris le temps de le lire encore. Et pourtant, il est à côté là, il faut vraiment que je le fasse parce que le premier tome m'avait plutôt enchanté. Tout est une question de timing et de temps, et c'est toujours ce qui nous C'est manque ça. pour pouvoir avancer dans nos scènes lecture. Ben oui. Là, regarde, ça aurait pu faire plus d'une heure et demie où j'aurais pu lire des mangas. Moi, je vais faire une petite reco rapide. C'est plutôt en mode un peu nostalgie. Je me suis replongé dans la lecture de TOF, T-O-U-G-H, qui était édité à l'époque chez Tonkam. C'était en 42 tomes. Vous avez certainement vu passer la suite de cette série qui s'appelle Free Fight.
Je l'ai déjà dit assez souvent, je déclare assez souvent mon amour pour les mangas d'arts martiaux, de combat, donc je suis assez friand. Et ça, c'est un des premiers que j'ai découvert quand c'est sorti. Ça raconte l'histoire de Kichi Miyazawa, qui est en fait l'héritier ancestral d'un art martial ancestral qui est le Nadashin Kage, si je dis pas de bêtises et que j'écorche pas le nom de l'art. Et c'est un manga qui est assez atypique parce que il a une particularité, c'est qu'en fait il démarre d'une manière et en fait il part dans un complet autre virage. Le plot de départ, c'est qu'en fait veut devenir un action man, un acteur de film d'action, à l'image de Jean-Claude Van Damme. Il a d'ailleurs des posters de Jean-Claude Van Damme dans sa chambre. Et en fait, au fil des tomes, le récit va partir sur complètement autre chose, en laissant complètement tomber en fait ce délire d'acteur de cinéma d'arts martiaux. Même en laissant même presque aussi tomber les sidekicks qu'il avait au départ, pour partir vraiment sur son héritage et sur sa progression dans les arts martiaux. C'est du pur shonen. C'est un manga qui a un peu vieilli sur le dessin on va dire dans les 10-15 premiers tomes, parce que l'auteur cherchait un peu son style, mais je trouve qu'il a une énorme force, c'est qu'il sait vraiment super bien retranscrire les combats. On a vraiment mal pour les personnages, il a cette capacité en fait à nous montrer des os qui se brisent, comment ils se brisent. Et je pense que ce dessinateur avait dû vraiment bosser le côté anatomie, même si il a des problèmes de proportion sur les premiers tomes, hein. On a des personnages qui sont complètement énormes alors qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient aussi grands. Mais voilà, je pense que c'est un de ses premiers mangas et qui cherche un peu le style. Mais en tout cas, ouais, c'est très très cool. Donc c'est en 42 tomes. La suite, qui est une vraie suite qui boucle vraiment quasiment l'histoire, je crois que de mémoire, elle est en 38 tomes. C'est beaucoup plus compliqué de les trouver aujourd'hui. À part sur du marché d'occasion, je pense que c'est comme ça. Mais je pense que vous trouverez beaucoup plus facilement Free Fight. Mais si vous n'avez pas lu avant, vous risquez de manquer un petit bout de scénario. Donc je lance un appel ici, parce que je sais que je suis un petit peu tout seul quand j'en parle à chaque fois de ce manga-là. S'il y a un auditeur qui se sent motivé pour parler avec moi de la série TOF Free Fight dans un épisode des mangas du grenier, bah, ça sera avec grand plaisir, et histoire de se rappeler un peu les bonnes vibes de ce manga. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près on a fait à peu près le tour. On va rappeler qu'on est présent sur les réseaux sociaux, hein. On est sur Twitter, on est sur Instagram. On a démarré alors à l'épisode, enfin, au moment où sortira cet épisode, on approchera de la fin on s'est lancé dans le Inktober, où on essaye, avec plus ou moins de l'assiduité, de vous poster une planche de nos mangas préférés par jour. Alors on n'est pas tout le temps régulier, mais on essaie de se mettre à jour le plus rapidement possible. Et puis voilà, on est dispo sur toutes les plateformes de podcasts dédiées. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les réseaux, sur les plateformes. Ça aide justement à faire mieux référencer le podcast. Et puis en tout cas, ben, Vidoc, c'était encore un plaisir de record et de parler d'un super manga. Plaisir partagé sur en effet un manga prometteur. Eh ben écoute, c'est parfait. Et puis on se dit donc à très vite dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? À bientôt! Ciao! Et salut!